Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Très bien. Bon, Franck, merci d'être là. Franck Bocara, on travaille avec lui depuis très longtemps. Alors, il est un peu plus jeune que certains, que moi, et il s'est très vite passionné pour voilà, les maladies inflammatoires, les maladies virales comme la nôtre, et c'est toujours un de nos cardiologues de référence dans l'infection VIH. Pour ceux qui avaient la chance d'être avec nous à Yaoundé à la conférence Afravi, on a vu le poids et l'énorme demande de tout ce qui concerne les comorbidités métaboliques, cardiovasculaires, le diabète, et on en parlera avec Camille. Et c'est pour ça qu'on a voulu cet Afranum sur ces thèmes, parce qu'on a tous toujours à apprendre sur ça qui va constituer la principale cause de mortalité. Voilà, je ne serai pas plus longue. Franck, à toi. merci de l'invitation. Oui, c'est toujours très agréable de venir former les autres et partager et transmettre le savoir au cours de ces nombreuses années d'expérience. Comme l'a dit Christine, ça fait plusieurs années que je travaille sur cette thématique, près de 30 ans maintenant, bientôt. Alors, un peu d'épidémiologie. Sur cette diapositive, vous avez donc les complications cardiovasculaires et métaboliques qu'on peut rencontrer au cours d'une infection par le VIH, en divisant cette diapositive avant l'ère des traitements antirétroviraux efficaces et après l'ère des traitements antirétroviraux efficaces, avec bien sûr, on va retrouver dans les pays d'Afrique subsaharienne, souvent, dû à un moindre accès simple aux traitements antirétroviraux, des complications qu'on trouvait avant l'ère des traitements antirétroviraux. Donc, d'un point de vue thérapeutique et d'un point de vue géopolitique, on aura des complications. Donc, avant l'ère des traitements antirétroviraux, dans les pays où on n'a pas accès facilement, des complications qui sont liées à un état d'immunodépression en bas, donc en particulier les myocardites virales, qui entraînaient des cardiomyopathies, une insuffisance cardiaque avec des prévalences qui sont très variables, de 8 à 20% selon les études. Et on voit qu'avec l'avènement des traitements antirétroviraux, on a vu complètement disparaître ces myocardites aigus qui avaient un pronostic très sombre. Dès qu'à l'époque, avant 96, on avait une dysfonction ventriculaire gauche, un patient séropositif, on avait une durée de vie médiane de 6 mois seulement, vous imaginez. Donc, on n'avait pas de traitement anti-VIH et les étiologies associées à cette myocardite virale étaient plus souvent le VIH, mais aussi le CMV, d'autres facteurs qu'on peut retrouver. Ensuite, les péricardites qu'on a vu aussi, deuxième cause à l'époque, 10% allant des épanchements minimes jusqu'à la tamponnade. Et là encore, c'était associé à l'état d'immunodépression, parce que vous voyez bien qu'après l'avènement des traitements, on a vu complètement disparaître les péricardites aigus. Et on va retrouver uniquement des péricardites aigus finalement virales, bénignes, comme dans la population générale. Et là encore, le pronostic était très sombre. Et là, les agents éthiopathogéniques étaient plutôt des bactéries, mais aussi des champignons et aussi, bien sûr, des virus. Un mot sur l'endocardite infectieuse. Le VIH en lui-même n'est pas un facteur indépendant de risque de l'endocardite infectieuse. C'est uniquement la voie de transmission en fait du VIH par voie intraveineuse chez les patients toxicomanes par voie intraveineuse qui ont un surrisque finalement d'infection bactérienne à staph en particulier, bien sûr. Et vous voyez bien que la prévalence est tellement variable de 6 à 34%. Ça dépendait finalement du pays où on étudiait la prévalence de l'endocardite. Là où il y avait beaucoup d'infections par le VIH liées à la toxicomanie intraveineuse, ben on avait plus de risque d'endocardite. Donc, en lui-même, le VIH n'est pas un facteur indépendant de risque d'endocardite. Mais attention, pour ceux qui se font de l'échographie cardiaque, il y a quand même deux diagnostics différentiels à avoir. On peut avoir des végétations non infectées, non infectantes chez les patients en VIH, car il y a deux diagnostics à avoir en tête, le lymphome à localisation endocarditique et aussi le sarcome de Kaposi. C'est extrêmement rare, mais il faut l'avoir en tête. On peut avoir des endocardites non bactériennes, non infectieuses, liées à un lymphome ou liées à un sarcome de Kaposi à localisation cardiaque endocarditique. C'est très rare, mais ça ne doit pas être méconnu. Et puis enfin, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout les complications en jaune là tout en haut, cardiométaboliques qu'on a vu apparaître après l'ère des traitements antirétroviraux, avec une prévalence importante de l'hypertension artérielle, en particulier on va le voir dans les pays d'Afrique subsaharienne, une prévalence élevée aussi de l'artériopathie des membres inférieurs, qui varie de 2 à 10% selon les études, mais qui est variable en fonction justement des populations tabagiques co-infectées avec l'hépatite C. Et puis, ce qui m'intéresse le plus et qui va engendrer le pronostic vital du patient, mettre en jeu le pronostic vital, c'est la maladie coronaire aiguë avec le risque d'infarctus du myocarde chez ces patients. Pour ce qui est du risque d'AVC, on ne connaît pas très bien, on a peu de données finalement actuellement. On sait qu'il est augmenté chez les patients vivant avec le VIH par rapport à la population générale et associé aux facteurs traditionnels le plus souvent. Et enfin, les complications métaboliques, dont vous parlera principalement Camille après, le diabète, mais aussi la dyslipidémie.
Et finalement, si on se projette dans 10 à 20 ans, eh ben, on va avoir un impact, bien sûr, du vieillissement, en particulier sur le réseau, j'allais dire, vasculaire, et donc sur les maladies athérosclérotiques qui vont bien sûr automatiquement augmenter en fréquence liées à l'avancement en âge, au vieillissement de la population vivant avec le VIH. On a des données françaises qui sont connues. Et vous voyez ici sur des enquêtes de mortalité qui ont été faites entre 2000 et 2010, on voit que les causes infectieuses diminuent nettement, en bleu 2000, en rouge, en orange 2010. Restait à l'époque encore des causes importantes de décès. Ici, c'est les causes de décès à partir de la base de données française FHDH, puis les causes par cancer, puis les causes cardiovasculaires à quasiment égalité avec les causes hépatiques qui ont maintenant pratiquement disparu en raison des traitements, en particulier de l'hépatite C, bien sûr. Et donc, vous voyez bien que les causes de mortalité chez les patients VIH rejoignent la population générale, c'est-à-dire les causes par cancer et les causes cardiovasculaires. Et donc, tant mieux, c'est finalement quelque chose de positif, mais ça survient peut-être à un moment plus précocement dans la vie d'un patient vivant avec le VIH que d'un individu non VIH, en expliquant cela probablement lié au fait que les facteurs de risque sont surreprésentés, en particulier de l'infarctus du myocarde, chez les patients vivant avec le VIH, et peut-être que l'infection en elle-même pourrait accélérer le phénomène d'athérosclérose. Quand on regarde dans cette enquête de mortalité, on voit que les causes cardiovasculaires, parce qu'il faut toujours ajouter les causes inexpliquées, vous voyez bien, ici la dernière ligne de cette figure, on voit que les causes la mortalité subite inexpliquée est en fait une cause cardiovasculaire plus de 9 fois sur 10. Donc si on rajoute les causes inexpliquées, aux causes cardiovasculaires connues, on arrive à 14% environ des décès en France de causes cardiovasculaires. C'est ce qu'on va retrouver le plus souvent dans tous les chiffres, les données qu'on a européennes et nord-américaines, avec aux États-Unis entre 15 et 18%. Et parmi les causes cardiovasculaires de décès, ben, c'est principalement, bien sûr, l'infarctus du myocarde, vous le voyez ici, les décès par mort subite, puis les AVC, puis l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle pulmonaire qui est fréquente dans la population VIH, même si la prévalence est seulement de 0,5%, je n'en ai pas parlé avant, et cette prévalence n'a pas été modifiée par l'avènement des traitements antirétroviraux, elle est quand même 100 fois plus fréquente que la population générale. Donc il faut y penser. Et c'est une cause de mortalité assez importante. Donc vous voyez bien que ce sont finalement 3/4 des causes de décès sont les causes athérosclérotiques, ce qu'on appelle en anglais ASCVD, athérosclérotique cardiovasculaire disease, c'est-à-dire infarctus du myocarde, AVC et mort subite, qui sont les grandes causes de décès cardiovasculaires ici dans cette enquête en France. Mais on aurait la même chose aux États-Unis, on le reverra dans l'étude REPRIEVE. On ne peut pas parler, bien sûr, des manifestations cardiaques sans parler, bien sûr, de l'Afrique subsaharienne, où 2/3 des patients vivant avec le VIH sont actuellement. Et on a des données qui sont assez robustes. On a les données de Karen Sliwa, qui est une cardiologue, une femme, donc il faut vraiment le féliciter, qui était d'ailleurs président de la Société de cardiologie sud-africaine, et qui a fait une étude dans le ghetto de Soweto, et donc dans une unité de soins intensifs, où elle a regardé quelles étaient les causes d'admission en soins intensifs cardiologiques des patients VIH. Donc, c'est un énorme cardiac center à Soweto qui est très important, qui est vraiment beaucoup plus grand que tous les cardiac centers de France pratiquement, où on avait, vous remarquez ici, 10% des patients VIH qui formaient les admissions en unité de soins intensifs. En France, on n'a pas 10% des patients en soins intensifs cardiologiques qui sont des patients VIH. On est plutôt de l'ordre de 1 à 2% seulement. Donc, vous voyez cette prévalence importante. On voyait une typologie, un phénotype de patients VIH qu'on n'a pas du tout en France, nous, en termes cardiologiques. C'est 62% de femmes et un âge moyen qui était très jeune de 48 ans. Et de façon très intéressante, on voyait que les causes d'admission en soins intensifs de cardiologie de ces patients étaient principalement les cardiopathies associées au VIH. Donc, c'est ce que je vous disais avant l'ère des traitements, ce qu'on appelait les myocardites, les cardiomyopathies. Donc, on comprend que finalement, ici, on avait même moins un patient sur deux qui avait accès à un traitement antirétroviral. On retrouve finalement, ici en 2012, il y a 10 ans, les causes cardiovasculaires qu'on retrouvait de complications liées à l'immunodépression. Donc, cardiopathie, péricardite, vous voyez bien, atteinte valvulaire, parce qu'on connaît la prédisposition et la prévalence élevée du rhumatisme articulaire aigu dans ces pays. Et puis, vous voyez bien qu'en dernier, quand on regarde ici, CAD en anglais, c'est coronary artery disease, moins de 3%. Donc, on a vraiment des complications cardiovasculaires qui sont très différentes entre l'Europe, les pays, les Western countries et l'Afrique subsaharienne. On a plutôt des complications à type d'insuffisance cardiaque et péricardite qui sont plutôt liées à l'état d'immunodépression. Et on va le voir aussi à la tuberculose péricarditique, bien sûr. On avait fait une étude au Rwanda assez intéressante où avant l'ère des traitements, c'était Olicida qui avait financé
des traitements antirétroviraux à des patients naïfs. Donc, on avait décidé de faire des échographies cardiaques à ces patients. Donc, 400 patients environ ont tous eu une échographie cardiaque avant la mise en route d'un traitement antirétroviral, il y a presque une vingtaine d'années maintenant, et on avait une prévalence de la dysfonction ventriculaire gauche qui était élevée, de l'ordre de 18%. On avait associé à cette dysfonction VG, en analyse multivariée, le statut économique faible, la durée de séropositivité, la charge virale élevée, le taux de CD4 très bas et le taux de sélénium bas, ce qu'on connaît d'ailleurs dans certaines populations, qui est associé à des taux importants de dilatation du ventricule gauche. Et puis, autre chose quand on fait de la cardiologie en Afrique, c'est bien sûr la prédominance de la tuberculose et des péricardites tuberculeuses très fréquentes chez ces patients. Avec, vous savez, quand vous initiez un traitement antirétroviral chez un patient vivant avec le VIH qui a une tuberculose, il faut faire très attention car on a un risque de réaction immune qu'on appelle IRIS. De façon intéressante, les équipes sud-africaines, en particulier le Dr Mayosi, ont évalué l'intérêt des corticostéroïdes dans la péricardite tuberculeuse en pensant que ça diminuerait le risque de péricardite chronique constrictive, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, on oublie les corticoïdes pour essayer de tenter de diminuer le risque de PCC, de péricardite chronique constrictive, chez les patients atteints de péricardite tuberculose. Voilà. Après, donc, une photographie rapide des événements cardiovasculaires qu'on retrouve en population européenne ou en population africaine, Afrique subsaharienne. Quelques questions d'épidémiologie. Est-ce que le risque d'infarctus du myocarde est toujours supérieur chez les patients VIH par rapport aux patients non VIH? Bon, on a des études maintenant anciennes, qui ont près de 20 ans quand même, où on voyait qu'il y avait un surrisque d'infarctus du myocarde. Ici, on est à Boston, dans l'Est américain, avec des populations qui sont plutôt afro-américaines en termes de patients vivant avec le VIH. On compare à des patients non VIH et on voit bien, en fonction des classes d'âge, qu'il y a un surrisque d'infarctus du myocarde d'environ 50-70%, quelle que soit la classe d'âge, sauf souvent pour les classes d'âge très âgées où on a peu de patients VIH représentés. On a la même chose dans une autre étude américaine qui est l'étude des vétérans, où là aussi, faites bien attention, les vétérans comme les patients de l'Est américain, ce sont des patients souvent afro-américains et donc des patients qui ont un haut risque cardiovasculaire en général. Pour nous, les vétérans en cardiologie, dans les études qu'on a, c'est des patients souvent obèses, diabétiques, hypertendus, défavorisés d'un point de vue social et qui ont des très hauts risques cardiovasculaires. En tout cas, là, on prend des vétérans, plus de 80 000, un tiers étaient vivant avec le VIH, ils sont suivis pendant près de 6 ans, pardon, et on regarde le taux d'infarctus du myocarde dans le groupe vétéran VIH+, et le groupe vétéran VIH-, et on voit là encore, sauf dans le groupe très âgé, que les patients VIH+, ont un risque d'environ 50% de plus de présenter un nouvel infarctus du myocarde en termes d'incidence. On voit aussi dans cette donnée épidémiologique nord-américaine, à partir des données du CDC Atlanta, que la mortalité cardiovasculaire diminue dans les populations non VIH, ici en vert, la population générale, en bleu dans les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ou d'arthrose inflammatoire, on sait qu'ils ont un surrisque, donc ça commence à diminuer, vous voyez bien depuis quelques années, et à l'inverse, dans la courbe rouge, on voit aux États-Unis qu'il y a une augmentation de la mortalité cardiovasculaire chez les patients vivant avec le VIH. Alors, on a des études plus récentes qui sont plutôt rassurantes, là, un peu moins d'une dizaine d'années. Cette étude, c'est l'étude du Kaiser Permanente, vous savez, l'assurance de santé privée en Californie, très importante, qui couvre plus de la moitié des Californiens. Et quand on regarde ici le risque relatif ajusté d'infarctus du myocarde dans la population VIH+, par rapport à la population VIH-, on note que, initialement, dans les années 95 jusqu'à peu près 2010, on avait un surrisque d'environ 30 à 80%, vous voyez ici dans la dernière colonne à votre droite, et que dans la dernière décennie, il semblerait que ce risque relatif soit égal à 1, qu'il n'y ait pas de surrisque d'infarctus du myocarde chez les patients vivant avec le VIH. Et les hypothèses du Dr Klein dans cette étude, ce sont probablement une prévention améliorée ici en Californie. On n'est pas du tout les mêmes patients que dans l'Est américain, ils sont beaucoup moins défavorisés quand même, avec une augmentation de la prescription des statines et une diminution de la consommation tabagique qui est très forte aux États-Unis, passant, vous savez, de 30 à seulement 12%, et là à 15% de la population VIH. Ce n'est pas les taux qu'on a en France. En France, on a un tabagiste environ de 50% de la population VIH, et non VIH en France, 32%. Alors là, des données qui sont aussi récentes et qui sont plutôt rassurantes, là encore, c'est des données danoises, une cohorte danoise de patients VIH. On compare à des patients non VIH, contrôle, et on regarde l'incidence d'infarctus du myocarde en fonction des classes d'âge. Et on a l'impression qu'on a finalement actuellement, si vous regardez les dernières courbes, à votre gauche, le risque relatif attribué entre VIH+, VIH-, est pratiquement égal à 1, en tout cas étant à diminuer entre VIH+, et VIH-, et la même chose pour les AVC. Donc plutôt des données rassurantes.
Et c'est ce qu'on retrouvait, nous, avec les données françaises qu'on a publiées avec Dominique Oseguela, toujours à partir de la base FHDH. Un risque relatif maintenant entre hommes VIH plus VIH moins près de pas loin de 1, et un risque qui reste différent pour les femmes VIH. Un mot sur les femmes qui présentent des infarctus du myocarde et qui vivent avec le VIH. Elles sont moins fréquentes, bien sûr, que les hommes. On a 9 hommes pour une femme. Donc, entre guillemets, elles sont sous-représentées, mais souvent avec des infarctus plus sévères, plus graves et plus compliqués, comme dans la population générale, finalement, lié au fait qu'il y a un retard au diagnostic chez la femme, avec une minoration des symptômes par la femme et par les médecins eux-mêmes, pensant qu'on ne peut pas faire un infarctus du myocarde quand on est une femme. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. Et on a beaucoup de campagnes, vous savez bien, en cardiologie, de sensibilisation à l'infarctus du myocarde, en particulier chez la femme jeune, car dans tous les pays occidentaux, on a une augmentation de l'infarctus chez la femme jeune en raison de l'épidémie d'obésité et bien sûr le corollaire, c'est l'hypertension artérielle et le diabète. Alors, est-ce qu'on a des facteurs spécifiques d'infarctus du myocarde dans la population VIH? Quand on regarde on fait une photographie des facteurs de risque cardiovasculaire, ici c'est une vieille étude, elle a plus de 20 ans, mais on aurait à peu près la même chose actuellement. C'est l'étude DAD internationale dans les cohortes. On voit que le tabagisme, plus de 50%, vous voyez bien. La dyslipidémie, c'est près d'un tiers des patients qui avaient à l'époque une hypertriglycéridémie. Maintenant, on est plutôt sur l'augmentation du cholestérol, environ 20% des patients. Une prévalence de diabète qui était d'environ 2,5 à 3%, plus élevée que dans la population générale. On a une population qui était très jeune à l'époque, quand c'était 36 ans d'âge moyen, et on n'a pas 2,5% de diabète dans les patients non VIH, mais plutôt 1, 1,5. Donc, des facteurs de risque plutôt traditionnels qui sont un peu surreprésentés, même beaucoup surreprésentés, en particulier pour le tabagisme chez les patients vivant avec le VIH. Et puis, dans l'étude, je vous ai montré tout à l'heure des vétérans, justement, quels étaient les facteurs associés à l'incidence de nouveaux cas d'infarctus du myocarde. Eh bien, on retrouve là aussi les facteurs traditionnels, l'âge, le fait d'avoir une hypertension artérielle. Bien sûr, moins elle est bien contrôlée et plus le risque est important. Mais vous voyez bien, c'est important cette notion. Même quand on a une HTA qui est contrôlée, on a toujours un surrisque d'infarctus du myocarde. Le diabète, le fait d'avoir un LDL cholestérol élevé, le HDL bas ne ressortait pas dans cette étude, mais probablement un problème de puissance. Les triglycérides élevés, vous voyez bien, c'est le facteur le moins important. Il est significatif, plus 16% de risque quand on a des triglycérides au-delà de 1,5 g par litre, mais c'est moins important, on voit bien, que l'âge, que le tabagisme, que le diabète et que l'augmentation du LDL cholestérol. Dans cette étude, on montrait que la co-infection par hépatite C de façon indépendante était associée à un surrisque d'infarctus du myocarde, de même que l'insuffisance rénale, comme dans la population générale. Dans l'étude DAD, on montrait, comme je vous l'ai dit avant, aussi que le cholestérol total augmenté, les triglycérides augmentés et le HDL bas étaient associés dans cette étude à un surrisque d'infarctus du myocarde. Et puis de façon un peu plus récente, ce qui reste le facteur majeur, à mon avis, sur lequel on peut jouer, c'est principalement sur le tabagisme. Et dans cette étude chez les patients vivant avec le VIH aux États-Unis et en Europe, on montre bien finalement maintenant, ce n'est pas à cause des facteurs associés au VIH que les patients vont décéder, quand ils sont bien sûr traités tous, c'est les facteurs, en particulier le tabagisme, fait perdre plus d'années de vie que bien sûr l'infection par le VIH en elle-même. Alors, facteur spécifique, le VIH peut-être lui-même, en tout cas de façon indirecte, on avait dans l'étude SMART un début de réponse, c'est-à-dire qu'on voyait que les patients qui arrêtaient le traitement, vous savez, dans cette étude d'interruption thérapeutique, publiée après de 20 ans maintenant, on voyait qu'il y avait un surrisque d'infarctus du myocarde, de mortalité totale, quand on arrêtait le traitement, sans pouvoir bien expliquer pourquoi d'ailleurs dans l'étude. On avait en analyse multivariée, on voyait bien sûr que la charge virale augmentait, et quand la charge virale du VIH augmente, on avait une baisse du HDL cholestérol, et qui dit baisse du HDL cholestérol, probablement dit risque thrombotique plus important. En effet, l'étude a été arrêtée au bout de 18 mois parce que surrisque de mortalité totale et surrisque d'infarctus du myocarde. Et en 18 mois, ce n'est pas de l'athérosclérose, c'est surtout de l'athérothrombose et de la thrombose qui peut précipiter un événement coronarien. Donc, ce qu'on met en relation, c'est probablement charge virale qui augmente, HDL cholestérol qui baisse, augmentation donc du risque thrombotique et risque d'infarctus du myocarde. Et dans l'étude des vétérans, j'avais caché la dernière ligne pour vous dire que dans cette étude qu'on a vue tout à l'heure, le VIH en lui-même était associé à un surrisque de façon indépendante d'infarctus du myocarde d'environ 50%. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ce risque qu'on admet actuellement maintenant de 50% de risque d'infarctus du myocarde dans la population exposée au VIH, vivant avec le VIH. Dans cette étude, on voyait aussi que la charge virale élevée et un taux de CD4 courant inférieur à 200 étaient aussi des facteurs associés à un surrisque d'infarctus du myocarde. Ne l'oubliez pas, les patients nord-américains ne sont vraiment pas les mêmes patients qu'en Europe, en particulier souvent avec seulement 70-75% des patients qui ont une charge virale indétectable
alors qu'on est plutôt environ 90% en Europe et en France en particulier. Donc des patients souvent qui prennent moins bien le traitement, parce qu'aux États-Unis, l'accès peut être un peu plus compliqué, en particulier pour les populations, comme les populations afro-américaines. C'est peut-être plus difficile l'accès au traitement et à l'observance. On avait une étude là aussi hollandaise, néerlandaise, qui montrait bien, qui regardait, qui a une dizaine d'années, qui montrait bien que là aussi, en fonction du taux de CD4 courant, on voit que plus il est bas, plus le risque d'événement cardiovasculaire est important. Et là, on parlait d'infarctus du myocarde ou d'angioplastie coronaire ou d'AVC. Vous voyez, la courbe en orange, là, eh ben, les CD4 à moins de 200 courants sont associés à plus d'événements cardiovasculaires que les trois autres groupes, entre 200 et au-delà de 200, au-delà de 500, pardon. La charge virale, bien sûr, indétectable dans cette étude. Enfin, en ce qui concerne les traitements, hein, ce sont des études maintenant qui datent, mais on avait bien montré que les antiprotéases, en particulier l'opinavir, indinavir, étaient associés à un surrisque d'infarctus du myocarde. Donc maintenant, on peut peut-être oublier parce qu'on n'est qu'à 20% de patients, 20 à 30% de patients qui sont exposés aux IP, mais ces patients ont été exposés antérieurement aux IP. Est-ce qu'ils gardent un surrisque après l'arrêt? Pour l'instant, je n'ai pas vu d'études qui répondent à cette question d'ailleurs. En tout cas, l'exposition active est associée à un surrisque d'infarctus du myocarde. Alors, la physiopathologie, essayer d'expliquer quels sont les moteurs finalement de ce surrisque d'infarctus du myocarde dans cette population. C'est probablement trois ensembles importants, dont je n'ai pas le temps bien sûr de décrire. Ça va être l'atteinte du tissu adipeux, en particulier lié au traitement de première génération type antiprotéase ou NRTI, le virus probablement lui-même et ses réservoirs, hein, ses cellules réservoirs, mais aussi l'environnement, la génétique et l'épigénétique peuvent entraîner une anomalie du tissu adipeux. Alors, initialement, ce qu'on appelait les lipoatrophies ou les lipoatrophies mixtes. Et puis maintenant, on va avoir arrivé, peut-être à cause des anti-intégrases, des lipohypertrophies avec des augmentations finalement de la graisse viscérale liées à une prise de poids qui peuvent entraîner bien sûr une dérégulation du métabolisme glucidique et lipidique associée en même temps à une augmentation du risque d'hypertension artérielle, ce qu'on voit dans cette population qui augmente en poids, et en particulier dans des patients d'Afrique subsaharienne, et en particulier chez les femmes. L'autre facteur essentiel qui est moins connu, mais qui est très important probablement, c'est la réplication virale à bas bruit, c'est l'activation immune, avec bien sûr l'activation des CD4 et surtout des CD8 anti-CMV, qui serait un facteur majeur d'augmentation de l'athérosclérose. Ça a bien été démontré chez les long termes non progresseurs, par exemple, qui ont plus d'athérosclérose carotidien que les gens qui ne sont pas long terme non progresseurs, liés à cette activation anti-CMV. Et enfin, ces patients ont une inflammation chronique à bas grade, et elle est liée, bien sûr, à une translocation microbienne qui est plus importante que la population générale. Ça avait été montré avec les liposaccharides circulants, mais aussi on avait associé, par exemple, dans une étude qu'on avait faite avec l'équipe de Boston, les plaques coronaires non calcifiées sont associées à une augmentation de la translocation microbienne, particulièrement chez les patients vivant avec le VIH. Donc, vous voyez, au total, inflammation chronique, atteinte du tissu adipeux et probablement du foie aussi, avec la NASH, MASM maintenant, l'activation immune et la réplication virale à bas bruit sur des cellules réservoirs peuvent être des facteurs majeurs probablement du développement de l'athérosclérose et des facteurs de risque en particulier de l'hypertension artérielle. Alors, d'un point de vue pratique, quelle est la prise en charge du risque cardiovasculaire de ces patients? On a des données, on a des recommandations européennes qui datent d'une dizaine d'années, plaçant les patients vivant avec le VIH comme des patients à haut risque cardiovasculaire, vous voyez bien. Alors, une classe de recommandation qui n'est pas forte, qui est 2A, donc on suggère de mettre les patients au niveau à haut risque, mais un niveau de preuve qui est 0 à l'époque, classe C, parce qu'on n'avait jamais montré que réduire le risque, en mettant par exemple une statine, permettait de réduire les événements cardiovasculaires. Donc, c'était plutôt des copains entre eux, experts, qui se réunissaient en disant, oui, bon, ça doit être des patients à risque, mais on n'avait pas de preuves certaines de cela par un essai randomisé. Ce qu'on savait, nous, c'est que lors d'essais d'études épidémiologiques qu'on a fait en France, dans une étude qui s'appelait PAX-HIV, on avait montré que les patients qui avaient fait un infarctus du myocarde, VIH+, avaient plus de récurrence de ces événements, nettement plus. Vous avez un hasard entre 3 et 4 à 1 an et 3 ans après un premier syndrome coronaire aigu par rapport à des patients non VIH. On avait montré que, en particulier, le niveau de cholestérol total et de LDL cholestérol post-infarctus, post-syndrome coronaire aigu, était associé de façon importante à un risque de récidive d'infarctus du myocarde. Ceci était dû dans cette étude à un peu une inertie médicale, c'est qu'on s'est rendu compte que les cardiologues et les médecins traitants de ces patients VIH ne donnaient pas les statines très puissantes
ne donnait pas la posologie maximale de la statine, et donc le LDL cholestérol de baissait moins, et était donc peut-être probablement associé à cette augmentation du risque et lié à une baisse non importante, pas assez importante du LDL chez les patients vivant avec le VIH, parce qu'on n'utilise pas les bonnes statines et pas la bonne posologie. Pardon. Alors, les statines, il faut faire attention quand on a des antiprotéases, finalement. Heureusement, avec les nouvelles molécules anti-intégrases, on n'est pas embêté avec les interactions médicamenteuses qui peuvent être dangereuses, hein. Vous allez avoir des patients de plus en plus âgés, des patients qui vont avoir donc des polymédicamentations, comme on dit, avec des listes souvent importantes, l'antihypertenseur, l'antistatine, l'agrégant plaquettaire. Je rajoute un antiarythmique, un anticoagulant, de l'aspirine. Donc, il va falloir faire très attention aux interactions médicamenteuses. Alors, nous, en cardiologie, on est habitué parce qu'on traite beaucoup, on prend en charge beaucoup de patients âgés, voire très âgés. Alors, faites bien attention. Donc, les antiprotéases et la simvastatine, par exemple, font un très mauvais mariage et sont contre-indiqués avec des risques de rhabdomyolyse et de mort, hein. Ça a été décrit. Par contre, avec antiprotéase, on peut donner tout à fait de la rosuvastatine et de la pravastatine, mais le plus souvent la rosuvastatine parce que c'est une statine puissante, ou la torvastatine à faible dose qu'on augmente progressivement. Alors, voici enfin les résultats de l'étude REPRIEVE, qui est une étude principalement nord-américaine. Excusez-moi, En effet, les résultats ont été... Vous m'entendez? Oui. Je vais juste enlever ce que j'avais enregistré. C'est peut-être mieux. Je pensais l'avoir fait, mais... Quoi? Vas-y. Voilà. Vous voyez le diaporama, c'est bon? Très bien, Oui, c'est Franck. bon. Donc après l'utilisation des statines, on a une étude finalement qui va répondre finalement, va donner une preuve finalement de l'efficacité des statines en prévention primaire chez les patients à risque faible ou à risque modéré d'infarctus du myocarde. Donc c'est l'étude REPRIEVE qui a été menée par Steven Grinspoon aux États-Unis, une étude malheureusement qui n'a pas inclus de patients en Europe, mais des patients en Asie du Sud-Est, patients en Amérique du Sud et principalement des patients nord-américains. Un seul pays d'Europe a participé, bizarrement, l'Espagne. Alors, c'est une statine qu'on a en France, mais qui n'est pas remboursée, c'est la pitavastatine. J'allais dire, peu importe. Là, ils ont utilisé la pitava parce que le laboratoire qui le produit a financé l'étude, hein. Je pense qu'ils auraient choisi une autre statine. Et c'est une statine qui ici, est utilisée à dose modérée, avec une baisse d'environ 30% du LDL cholestérol. On parle de statine forte intensité, c'est-à-dire l'atorvastatine 80 ou la rosuvastatine 10 ou 20 mg, dès qu'on a une baisse de 50% du LDL cholestérol. Donc là, ils ont pris de la pitavastatine. Donc, c'est une étude randomisée. Ils ont pris des patients asymptomatiques qui n'avaient pas d'indication systématique selon les recommandations nord-américaines à avoir une statine. Donc, ils ont des scores de risque plutôt faibles ou modérés. Et on les tire au sort entre eux dans une étude randomisée en double aveugle, placebo versus pitavastatine. Étude qui a inclus à peu près 7000 patients, vous allez voir les résultats, qui devaient durer 7 ans finalement, et au bout de 5 ans et demi, on a arrêté l'étude pour bénéfice. Alors, dans cette étude, donc 7700 patients, phase 3, elle avait inclure plus de patients que prévu initialement, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'événements, hein. C'est ça le danger quand on prend des patients à faible risque ou risque modéré, c'est qu'il faut énormément de patients parce qu'on a peu d'événements cardiovasculaires quand même si on est dans des pays assez différents en termes de système de santé. Donc, ils ont choisi un critère de jugement qu'on appelle un MACE, Major Adverse Cardiac Event. Alors, faites attention parce que ce n'est pas un MACE habituel en cardiologie. Nous, en MACE, ce qu'on appelle en événement cardiovasculaire majeur, on utilise 3 points. Décès cardiovasculaire, infarctus non fatal, AVC non fatal. Là, comme ils sont une population avec peu d'événements, ils sont obligés d'agrandir le critère de jugement principal. Et donc, ce n'est plus 3 points, hein, ça va être 7, 8 points. Donc, ils ont pris décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde, hospitalisation pour angor instable, qui est un critère très mou, parce que la définition varie d'un pays à un autre. Donc, vous imaginez, c'est compliqué. AVC, AIT, nous, on ne prend jamais les AIT, parce que là aussi, ce n'est pas un diagnostic très précis, vous savez bien, il faut absolument avoir une IRM qui est normale. Là, c'était un peu tout venant. L'ischémie, ils ont pris une ischémie périphérique, une revascularisation, quelle qu'elle soit, urgente ou non urgente, ce qui pose un problème, parce que on peut faire des revascularisations non urgentes en fonction finalement du cardiologue qui décide. Est-ce que l'urgence, là, ça veut dire que le patient fait un infarctus ou un syndrome coronaire aigu, et donc il n'y a pas de biais de sélection finalement. Bref, tout ça. Et puis après, on a utilisé aussi les décès de cause indéterminée. Tous les décès qu'on a vus tout à l'heure en bas dans l'étude française, hein. Et là, ils ont considéré que tous ces décès
était due à une cause cardiovasculaire. Bon, donc ça fait un peu un maïs pour tout, mais finalement, au total, on montre qu'il y a une réduction du premier événement cardiovasculaire majeur, parmi ces 7 ou 8 data, d'environ 35%, c'est quand même assez important, chez des patients d'âge moyen 50 ans, qui avaient pour 90% environ une charge virale indétectable et un taux moyen de CD4 médian de 600. On est 40% de sujets black, noirs, 35% de sujets blancs, 70% de sujets hommes, ce qui est quand même pas mal, parce qu'habituellement, on a vraiment très peu de femmes dans ces études, et avec un score de risque américain qui est plutôt faible, moins de 5% à 4,5%. Donc, les événements cardiovasculaires majeurs diminuent, mais c'est surtout, et heureusement, l'infarctus du myocarde qui diminue. Vous voyez, dans les critères secondaires, first cardiac ischemia en myocardial infarction est vraiment réduit de façon importante. Et on voit bien l'intérêt de la statine, là, pour réduire le risque d'infarctus du myocarde. On ne réduit pas le risque d'AVC en critères secondaires, on ne réduit pas les décès de toute cause. Ça, j'allais dire heureusement, parce qu'il n'y a pratiquement aucun essai en prévention primaire utilisant une statine qui montre une réduction des décès. Donc finalement, si je conclurais sur cette étude, je dirais qu'on voit bien qu'il y a une réduction de l'infarctus du myocarde, même chez les patients à faible risque ou à risque modéré, sans réduction de la mortalité. Alors, le problème, c'est quand on traite des patients à faible risque ou risque modéré d'infarctus du myocarde, il faut beaucoup de patients, traiter beaucoup de patients pour éviter un critère du critère de jugement principal. Vous voyez, ici, on a mesuré au total, il fallait 106 sujets à traiter pour éviter un événement des 7 critères qu'on a vus, hein, et traiter pendant 5 ans. En termes de rentabilité économique, en termes d'économie de santé, ce n'est pas très, très bon. Nous, en cardiologie, on dit entre guillemets qu'en termes de vie sauvée et d'années de vie supplémentaires, à partir de uniquement 5 ans, à moins de 50, 60, le traitement devient intéressant. Donc, vous voyez là, c'est une autre manière de vous montrer les courbes, hein. Vous avez l'incidence du premier événement cardiovasculaire qui est réduit dans le groupe pitavastatine. Le décès bien sûr, premier, est bien sûr réduit. Et quand on prend le décès séparément, ils ne sont pas diminués. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si on regarde et on divise la population en fonction du score de risque, faible, intermédiaire ou élevé, ici, mais selon un score nord-américain qui n'est pas adapté normalement aux populations européennes, qui n'est pas adapté probablement aux populations d'Afrique subsaharienne, j'en parlerai tout de suite. Et vous voyez bien qu'ici, en fonction du score, en haut à droite, eh ben, plus vous êtes à risque élevé, ben, plus vous avez fait des événements. Et plus en dessous, vous bénéficiez du traitement, ce qui est logique. Plus votre risque absolu initial est important, même si vous êtes dans une classe faible ou à modérée, ben, plus vous allez bénéficier d'un traitement hypolipémiant en prévention primaire. Alors, en ce qui concerne justement l'Afrique subsaharienne, à la CROI cette année à Denver, on a eu un cardiologue très connu d'Afrique du Sud qui a regardé justement dans l'étude REPRIEVE l'intérêt finalement d'utiliser le score de risque nord-américain. Mais en fait, ce score de risque ne prédit pas du tout le risque des patients d'Afrique subsaharienne ici ou des patients noirs d'Afrique en particulier. Ça a déjà été décrit parce que ce score n'est pas adapté à cette population, va surestimer probablement le risque. Une autre étude, une sous-étude de l'étude REPRIEVE qui est très intéressante, c'est une étude qui s'appelle REPRIEVE Substudy sur la plaque coronaire. Vous voyez ici, on a une partie de la population de REPRIEVE aux États-Unis a eu des scanners coronaires. On peut analyser la plaque d'athérome ici. Et vous voyez bien, par exemple, dans le groupe en haut placebo, on a à l'entrée dans l'étude une plaque d'athérome qui est modérée, qui va augmenter au fil des années, ici à 2 ans. Et à l'inverse, dans le groupe pitavastatine, donc bien sûr, on a pris l'exemple probablement le plus caricatural, mais en moyenne, quand on regarde cette sous-étude, on avait une réduction du volume de la plaque d'athérome dans le groupe pitavastatine par rapport au groupe placebo. Donc, un argument supplémentaire pour expliquer peut-être la diminution du risque d'infarctus du myocarde. Alors, Peter Hunt avait fait l'année dernière, justement, en regardant, mais est-ce qu'on doit traiter finalement la question tous les patients VIH par statine, même ceux à faible risque ou à risque modéré? Bon, on est un peu embêté, il utilise ce que je vous disais tout à l'heure, le nombre de patients à traiter pendant 5 ans pour éviter un événement, et en fonction du nombre, on sait économiquement que ce n'est pas intéressant ou non. Et vous voyez, on a des recommandations, que ce soit américaine ACCHA ou américaine USPSTF, peu importe, qui disent qu'il faut uniquement, finalement, quand on reprend par rapport aux critères REPRIEVE, traiter probablement les patients qui ont un score de risque intermédiaire. Par contre, traiter les patients à risque faible, inférieur à 5%, ce n'est pas supérieur, c'est quand même la moitié de la population de REPRIEVE,
bah, plutôt pas les traiter parce que là, il faut plus de 120 patients. Il faut traiter plus de 120 patients pendant 5 ans pour éviter un événement du critère composite qui en contient 7, avec quand même un risque de présenter un diabète. On sait qu'on a 3% de diabète quand on est exposé à une statine dans les 10 ans. Alors, ça a fait beaucoup de bruit, bien sûr, cette étude publiée au mois de juillet, et on a des recommandations, toutes récentes d'ailleurs nord-américaines, publiées au mois de février, qui disent, ben voilà, chez les patients qui vivent avec le VIH à risque faible ou intermédiaire, on conseille entre 40 et 75 ans de donner une statine si le risque de présenter un infarctus du myocarde est compris entre 5 et 20%, vous voyez, et on dit Pitava 4 mg, ou Atorva 20 mg, ou Rosuva 10 mg. Par contre, chez les patients inférieurs à 5%, il faut discuter avec le patient, mettre en balance le risque de présenter un diabète à 10 ans. Et puis, chez les patients de moins de 40 ans, on n'a pas de données. Hein, l'étude de Bripri, pardon, prenait des patients de plus de 40 ans. À l'inverse, on a des recommandations british qui ont été publiées très peu de temps après la publication de Bripri, qui, elles, sont assez larges à manu, en disant eh bien, il faut donner des pitavastatine ou atorva 20 mg, sont un peu anti-rosuvastatine en Angleterre et au Royaume-Uni, et eux, c'est un peu larga manu à tout le monde. Donc, je pense qu'on peut prendre, pas une cote mal taillée, mais finalement faire ce que font les Nord-Américains, donner finalement au risque intermédiaire, voire un peu faible, ceux qui sont entre 5 et 10%, une statine. Alors, le problème pour nous, Européens, et pour vous, en Afrique subsaharienne, c'est comment, ou en Afrique en général, comment transposer ce score de risque nord-américain à des populations européennes ou africaines. Eh bien, on n'a pas de réponse pour l'instant. On va demander, nous, avec les axes, si RIPRI pourrait remodéliser l'étude avec des scores européens, ce qu'on appelle le score 2, par exemple. J'ai bientôt terminé. Juste pour vous montrer, faire toujours attention aux interactions médicamenteuses en cas de syndrome coronaire aigu. On utilise, vous savez, souvent ce qu'on appelle une DAPT, c'est-à-dire une double antiagression plaquettaire, de l'aspirine, plus ce qu'on appelle un inhibiteur de P2Y12, c'est le ticagrelor, le prasugrel, le clopidogrel. Faites très attention, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Là, je vous conseille de vous rendre sur le site internet HIV Drug Interaction de Liverpool pour ne pas faire de bêtises. Enfin, pour le traitement de l'hypertension artérielle, eh bien, on va avoir des recommandations qu'on a produites en 2023 avec les axes qui vont finalement suivre les recommandations de la population générale. Pour le diagnostic, on diagnostique grade 1 au-delà de 140-90, grade 2 au-delà de 160-100 et grade 3 au-delà de 180-110. Bon, ça, on sait tous le faire. Et puis, en termes de management thérapeutique, pour l'hypertension artérielle, vraiment, on propose et on recommande une bithérapie d'emblée qui doit associer soit un bloqueur du système rénine-angiotensine avec un inhibiteur calcique ou un bloqueur du système rénine-angiotensine avec un diurétique thiazidique de préférence, c'est-à-dire l'hydrochlorothiazide. Faites attention à la bithérapie d'emblée, peut-être pas chez les patients qui ont entre 14 et 15, c'est-à-dire ceux qui ont entre 140 et 150, et chez les patients très âgés au-delà de 80 ans, par rapport, bien sûr, au risque d'hypotension qui peut être dangereux chez les patients fragiles. Mais sinon, 90% de la population hypertendue doit avoir peut-être d'emblée cette bithérapie. Deuxième étape, une trithérapie. Donc, vous rajoutez ce que vous n'avez pas mis dans ce triangle d'or entre bloqueur du système rénine-angiotensine, IEC ou AA2, inhibiteur calcique et diurétique. Vous rajoutez ceux que vous n'avez pas mis. Et puis, troisième étape, vous rajoutez toujours de la spironolactone. Alors, la troisième étape, si vous avez bien mis un diurétique, et ça veut dire que le patient a une hypertension résistante, et normalement, il faut faire un bilan à la recherche d'une cause à cette hypertension, en particulier un adénome de cône, une sténose artère rénale, voire un phéochromocytome qui est beaucoup plus rare. Chez les sujets de race noire, on commencera plutôt, c'est ce qui est recommandé dans toutes les sociétés savantes, nord-américaines, européennes, françaises et Royaume-Uni, c'est plutôt un inhibiteur calcique plus un diurétique thiazidite parce qu'il y aurait une sensibilité plus importante au diurétique, on le sait, et une moins bonne réponse au bloqueur du système rénine-angiotensine. Mais souvent, on est obligé d'associer une trithérapie, donc je veux dire, peu importe, on sait qu'à peu près 90% des hypertensions chez les sujets noirs auront une bithérapie et près de 60% auront une trithérapie. Voilà, pour terminer, je voudrais vous dire donc comme message important que l'athérosclérose, vous l'avez bien compris, c'est maintenant la première cause de maladie cardiovasculaire chez les patients vivant avec le VIH et traité. C'est environ la troisième cause de décès. Que le risque d'infarctus du myocarde chez les patients vivant avec le VIH est supérieur à la population générale, mais tend à diminuer, probablement aux campagnes très importantes de prévention
avec la diminution du tabac, le traitement de l'hypertension et la prescription plus importante de statine, comme on l'a vu dans l'étude REPRIVE, que ce risque a l'air supérieur quand on est sous traitement par rapport à pas de traitement, en particulier avec les inhibiteurs de protéase de première génération, qu'on n'a pas de données de warning actuellement avec les anti-intégrases, que la physiopathologie de cette maladie est très complexe, hein, c'est vraiment pas simple, hein. Ça associe des facteurs de risque traditionnels qui sont surreprésentés dans cette population, le tabagisme, mais aussi l'utilisation des drogues illicites telles que la cocaïne. Il y a des facteurs spécifiques, la lipo, hypertrophie maintenant, l'inflammation chronique à bas bruit, le VIH lui-même, l'activation immune et probablement les anciens traitements et pas les nouveaux. Mais quand même, ne partez pas de cette conférence sans avoir comme message très important que le contrôle immunovirologique grâce au traitement antirétroviraux, c'est quand même la première arme pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Vous l'avez vu à Soweto avec Karen Sliwa et le risque de cardiopathie très important dans cette population et de myocardite. Voilà, je vous remercie. Merci Franck. Peut-être qu'on peut enlever. Alors moi, je vois pas. Laura, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question de Geneba dans QR. Vous m'entendez? Ouais. Oui, bonjour. Ah, Moi, je voudrais juste savoir le risque des patients qui sont co-infectés par les hépatites virales, notamment l'hépatite B, par exemple, en termes de risque cardiovasculaire. Oui, alors c'est une question intéressante, merci. On avait fait une étude, nous avec l'accord EPAVI, mais ce n'était pas les co-infectés HIV, HVB, mais HIV, HBC. Et ce qu'on avait montré, on n'avait pas de population témoin non VIH, mais de façon intéressante, on avait montré que ces patients co-infectés avaient un risque très important d'infarctus, mais surtout un risque très important d'événements d'artériopathie des membres inférieurs. Mais vraiment, on était très étonnés dans le suivi de ces patients. C'était 1000 patients suivis pendant 7 ans. On avait autant d'infarctus que d'événements d'artériopathie des membres inférieurs, c'est-à-dire ischémie aiguë des membres inférieurs, anévrisme de l'aorte abdominale, angioplastie ou pontage au niveau artéritique. Et ça, on peut l'expliquer pour le HBC, surtout avec vous savez, la prévalence de la cryoglobulinémie chez ces patients, environ 30%, mais aussi par rapport probablement à une population infectés par toxicomanie et un tabagisme souvent très important chez ces patients VIH et co-infectés VHC. Pour l'HBB, malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner. Je dirais a priori non, qu'il n'y a pas un surrisque d'infarctus du myocarde lié à une infection hépatite B chronique, en tout cas. En tout cas, il n'y a pas peu d'études. Oui, ouais. Franck, tu nous dis finalement le score nord-américain n'est pas adapté à nos populations. Est-ce qu'il y a un score pour les populations noires africaines? Est-ce qu'on peut les rapprocher? Ça n'a Non. pas été construit encore, c'est des gros centres. Oui, c'est bizarre, ça n'a pas été construit, bizarrement. Et c'est bien dommage. C'était la discussion qu'on a eue à la Croix, justement, avec Stephen Grispoon et le cardiologue sud-africain. Ce qu'on sait, à l'inverse, c'est que les patients d'Afrique, les sujets d'Afrique du Nord ont un risque très élevé, eux, par contre, à cause de la prévalence du diabète. Alors là, Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Mauritanie sont très à risque de diabète. Et là, le risque est parmi les pays européens le plus élevé. Quand on compare au score, il faut utiliser le score européen qu'on appelle le score 2, donne différents scores en fonction de votre région géographique. Et quand vous allez télécharger le score, il vous dit dans quel pays est né le patient, justement, c'est important. Et s'il est né en Afrique du Nord, là, on sait qu'il faut utiliser l'échelle la plus élevée du risque. On n'a pas, par contre, d'échelle spécifique pour les patients d'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On ne voit pas. Oui, j'en vois, il y a une question sur l'aspirine. C'est une question intéressante, ça aussi. On vient de voir qu'il fallait prescrire peut-être des statines chez les patients à risque intermédiaire. C'est en discussion chez les patients à risque très faible. Mais vous avez raison, l'aspirine, c'est un débat. On a quand même maintenant des données récentes qui montrent que l'aspirine n'est pas tellement intéressante en prévention primaire, en population générale en tout cas. Et maintenant, on a un peu un boomerang, hein. On a donné beaucoup d'aspirine à tout le monde il y a une dizaine, vingtaine d'années. Et plutôt là, c'est plutôt l'inverse. On rétropédale, on donne beaucoup moins d'aspirine. Et finalement, on va réserver l'aspirine en prévention primaire en population générale uniquement chez les patients diabétiques qui sont âgés, c'est-à-dire plus de 55 ans chez l'homme, plus de 65 ans chez la femme,
et qui a un autre facteur de risque majeur. Chez le VIH, ça doit suivre la même recommandation que la population générale. On s'est rendu compte pourquoi ça? Pourquoi on limite finalement l'aspirine en prévention primaire? Parce que trop d'effets indésirables, trop d'hémorragie. Ouais. Voilà. La balance bénéfice-risque n'est pas bonne, hein, vous savez, il y a trop de saignements. Et en particulier dans les populations d'Afrique subsaharienne, l'HTA est tellement importante que si vous ne traitez pas une HTA avant de donner de l'aspirine, ben vous allez aux emmerdements, vous allez aller au risque d'hémorragie cérébrale. Donc plutôt non pour l'aspirine en prévention primaire. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que on était à Yaoundé et on a vu, il faut vraiment qu'avec le vieillissement des populations VIH, les cliniciens s'emparent de l'hypertension. Ça coûte quand même pas très cher. On en parlera aussi du métabolique et prendre l'attention, vu, il y avait des chiffres de 35%. On a eu d'excellents topos, 35% de gens qui ont une hypertension artérielle, quoi. Donc, on a ces données globales que l'hypertension, tu nous as dit, peut-être un peu moins facile à traiter. Alors, tu as raison. Le premier killer en Afrique des maladies cardiovasculaires, c'est l'HTA. Si tu étais ministre de la Santé, mais il y en a beaucoup déjà de ministres de Santé en Afrique, je ferai bien sûr, comme tu as tout dit, tu as dit, le diagnostic est simple, la prévalence est très élevée, le traitement coûte pas cher du tout, et le rendement est incroyable. C'est-à-dire que vous avez peu de traitements, à part pour le VIH, qui réduisent le risque d'AVC de 50%, qui réduisent le risque d'insuffisance cardiaque de 50%, et qui réduit le risque d'infarctus de 35%. Donc, pour 5 € par mois ou à peine, hein, vous allez avoir vraiment un bénéfice très important du traitement antihypertenseur. Donc oui, moi, je milite pour pression artérielle, automesure, habituer les patients à faire de l'automesure et mettre en route des traitements efficaces. Et le problème, c'est qu'on a l'inertie aussi médicale. Les médecins n'augmentent pas les traitements, et ce qui est bien dommage. Les patients ne suivent pas leur traitement et les médecins n'intensifient pas les traitements antihypertenseurs. Et puis la prévention aussi, un peu en amont, hein, c'est vraiment, c'est une mesure simple. Voilà, l'exercice, on parlera une autre fois. Alors, il y a une autre question. Il y a Laura Siafi qui est peut-être au Cameroun. Laura, bonjour. Tu disais qu'il y avait peut-être des scores validés OMS. Oui, mais apparemment, ils ne sont pas utilisés, hein, parce que, comme je vous ai dit, les cardiologues que j'ai vus sud-africains à la Croix n'utilisaient pas ces scores. Une autre question sur la place du score calcique. Alors, vraiment, le score classique, je pense que quand on n'est pas diabétique, finalement, les populations médianes VIH sont des populations jeunes. Et donc, on va avoir une rentabilité du score classique qui est mauvaise parce que le plus souvent, elle va être égale à 0. Quand on a moins de 50 ans, c'est quand même très rare d'avoir des classifications. Et on sait que les patients VIH+, il y a pas mal d'études qui ont bien montré qu'ils ont plus de plaques non classifiées que les patients non VIH, mais surtout parce qu'ils sont plus jeunes. Et donc, la rentabilité du score classique n'est pas bonne. Et je la réserverai probablement uniquement aux patients qui ont au-delà de 50 ans et en particulier les patients diabétiques, même s'il n'y a pas de validation externe. C'est surtout intéressant, à mon avis, à l'échelle de cohorte. À l'échelle individuelle, ce n'est pas si intéressant que ça. Et la reco à l'échelle individuelle que tu ferais là, en global, quelqu'un à risque modéré, si on veut aller visualiser ça, c'est quoi, Coroscan? On est un peu perdu, nous, en clinique, souvent, avec Non, l'examen pratiqué. on est plutôt quand même dans la diminution du nombre d'examens complémentaires et dans le traitement sérieux, rigoureux et fort de tous ces facteurs de risque, la réduction du tabac, la prise en charge de l'HTA, du diabète, de l'obésité et du LDL cholestérol. Donc moi, il y a des études pour les diabétologues, Camille est arrivé, hein, ils ont des études très bien faites, par exemple en Europe du Nord, hein, suédoises, qui montrent que si on est très sérieux avec 5 facteurs de risque cardiovasculaire chez un patient diabétique, avec niveau de diabète, niveau d'hémoglobine glycée, niveau d'HTA, niveau de LDL cholestérol, la sédentarité, le poids. On a un niveau de risque qui est identique à un patient non diabétique. Donc, c'est très positif, ça, pour tout le monde, pour les patients et pour les médecins. Donc, vous voyez, il suffit peut-être de prendre en charge les facteurs de risque et il n'y a peut-être pas besoin de faire des examens complémentaires. Alors, il y a un bémol, c'est qu'à l'avenir, on va quand même avoir des examens morphologiques en cardiologie très simples, qui sont le scanner coronaire ultra rapide, faible dose, avec la possibilité même de faire de l'hémodynamique. On va pouvoir dire si les rétrécissements coronaires sont significativement ou hémodynamiquement significatifs ou non. Et ça en 15 minutes, avec peu d'injections d'iode. Ça, c'est une révolution dans les 10 prochaines années. Et ça va balayer tous les tests d'ischémie, probablement l'épreuve d'effort, la scintigraphie, l'écho de stress, ce que vous voulez. Parce que ce qui est le facteur majeur de mauvais pronostic,
c'est l'atteinte coronaire. C'est plus fort que même l'ischémie, c'est-à-dire, ta question c'est est-ce qu'on doit faire un test d'ischémie versus une imagerie? Il est clair que d'avoir démontré qu'un patient a des sténoses coronaires, c'est très fort en termes d'événements. C'est plus fort que s'il pédale et qu'elle est positive son épreuve d'effort. Donc, le fait de visualiser la morphologie coronaire est un facteur majeur. Donc, peut-être que dans 10 à 20 ans, je pense que tout le monde, après 50 ans, ou même à 40 ans, aura un scanner ultra rapide et on intensifiera les traitements de prévention chez ce type de patients qui ont déjà des sténoses, par exemple. Super. Autre question? Ah bah voilà, oui, il y a Souleymane, je ne sais pas si tu la vois. Vu que le VIH impacte les vaisseaux, pourquoi ne pas commencer le traitement HTA? Ça, on l'a vraiment. Si pour vous qui nous écoutez, il faut se battre, vous battre pour le traitement de l'hypertension. C'est assez facile. Il y a quand même beaucoup de populations qui ont autour d'eux, même dans nos consultations, des gens qui sont morts à des âges où on n'attend plus mourir, là, 50, 60. Des AVC, tout le monde connaît le mot et c'est vraiment extrêmement important, parfois pas toujours avec du diabète. On va en parler du diabète, mais voilà. Oui, je réponds rapidement aussi aux autres questions, là, très rapidement. Souleymane me demande est-ce qu'on ne doit pas commencer à 120-80? Non, il faut faire attention parce qu'il y a des études qui ont regardé est-ce qu'il valait mieux 120, 110, 130? Il vaut mieux viser 120-80, pas en dessous. En dessous, c'est une courbe en J, hein. Il y a un surrisque d'événements quand on est à moins de 110 en particulier, et particulièrement c'est les patients fragiles avec le risque d'hypotension et de fracture, etc. Donc, c'est pas simple l'hypertension, mais je mettrai un traitement qu'à partir de 140-90 et avec un objectif de 120-80, ça a été montré. Le CG, Aliou Baldé, que je connais, me demande si le CG suffit à confirmer et valider un infarctus du myocarde. Ben oui, quand même. Alors, suffit. Si on est riche, on a une IRM cardiaque, mais tu me demandes dans des pays à ressources limitées. L'idéal, c'est de faire une échographie. Alors, entre les deux, entre l'IRM et le CG, il y a l'échographie qui est quand même un examen simple pour voir si on a un trouble de la cinétique segmentaire. Bon. Faut-il recommander à tout le monde, les patients VIH, d'avoir une échographie cardiaque? Ceux qui sont essoufflés ou qui ont des douleurs thoraciques, oui. Et enfin, Rose Muriel, par rapport au HART, il y en a qui favorisent en première ligne TDF, 3TC, dolutegravir. Qu'en pensez-vous? C'est ça votre question? Tu sais, il y a les études Advance, les études NAMSAL, il y a toutes les études en ce moment et tout, la discussion, est-ce que, bon, tout, on voit la prise de poids maintenant, est-ce qu'il y a le risque accru d'hypertension, est-ce que le risque accru de diabète? Voilà, c'est ça. Probablement que vous allez devoir, à mon avis, personnaliser le traitement. Je sais que vous avez des ressources limitées et vous n'avez qu'un seul traitement, mais il est clair que chez quelqu'un qui a des antécédents de diabète dans la famille, qui a une obésité le fait de donner un traitement qui va augmenter l'obésité et donc probablement augmenter le risque d'hypertension et de diabète, ce n'est pas un bon choix. Et en plus, si après vous n'avez pas de traitement pour le diabète, vous allez bien embêter. Et c'est pour ça qu'il y avait il y a beaucoup de discussions sur vous avez eu de l'efavirenz, voilà, les gens ne sont pas tombés raides morts avec l'efavirenz. Il y a des profils. Alors effectivement, l'OMS donne une seule ligne, un traitement, juste pour vous, 24 millions de gens sont sous dolutegravir, voilà. C'est toujours compliqué d'avoir une seule. Donc il va falloir revenir, en tout cas pour les gens, probablement les gens à risque, déjà, de ne pas intensifier ce problème-là, parce que, en tout cas, on va voir Camille, mais la prise de poids, des poids énormes, on ne parle pas de 2-3 kilos, c'est clair qu'il y a des choses, voilà, il y a le diabète, il y a l'hypertension, il y a on ne bouge plus, voilà, il y a plein de choses avec le poids. Et puis, dernière question de Rainatou. Est-il judicieux de mettre systématiquement un hypolipémiant chez les patients de plus de 50 ans qui ont un facteur de risque associé? Il faut mesurer vraiment le score et avoir une discussion avec le patient, parce que là, vous allez lui dire, il faut lui dire la vérité, que dans l'étude REPRIVE, en fonction de son score, on va réduire les événements, mais au prix d'un risque de diabète, etc., d'intolérance musculaire chez 5 à 10% des patients. Donc vraiment, il faut en parler aux patients en disant, il y a une étude qui a montré un bénéfice chez les patients à risque faible ou intermédiaire, surtout chez les patients à risque intermédiaire. Donc, calculer son risque à ce patient et avoir une discussion avec lui sur l'introduction d'une statine.
Nous, en Europe, c'est très difficile. On n'y arrive déjà pas chez certains patients qui ont fait un infarctus du myocarde. Il y a des réticences très importantes à cause des campagnes médiatiques antistatines. Donc, on a du mal, hein. Donc, j'imagine en prévention primaire, ça va être encore plus ardu pour vous, infectiologue, d'aller mettre une statine et d'expliquer pourquoi il faut donner la statine. Oh ben, non, je sais pas. J'ai pas l'impression. Non, ils écoutent beaucoup, hein, les gens VIH. Les gens VIH qui sont arrivés au stade âgé, c'est pas la population générale que tu as attrapée dans la rue, hein. Tu vois, globalement, voilà, ils écoutent. Mais c'est vrai, d'un autre côté, on peut, voilà, on peut essayer. Euh, euh, non, en tout cas, en France, il y a une petite tendance. Alors, ça dépend toujours de la sensibilité du médecin, hein, c'est comme tout. Mais voilà, et puis 10 milligrammes de Rosu. Enfin, je t'entends, le 5 milligrammes, ça suffirait pas. Ça a Hein. été montré avec de l'Apita 4 et voilà. La Pitava 4, c'est égal à la Rosuva 5, normalement, tu as raison, donc ça devrait suffire. Oui. Les Américains ont posé 10, mais on pourrait dire que 5 suffit probablement. Bah, c'est ce qu'on a commencé, nous. Je te disais 4, pardon, c'est 5. Et Oui, tu vois quand même, les statines, il y a la tolérance, voilà, c'est quand même lié à la dose, quoi. bien sûr. Tout à fait, oui, oui, oui. Oui. Et en plus, je dirais pour notre auditoire que commencer à se préoccuper de ça et donner les conseils hygiéno-diététiques, de bouger, etc., finalement, voilà, ça met le cardiovasculaire qu'on ne voit pas Tu as euh, raison. un Ça peut être. peu, un peu au champ et voilà, le VIH est contrôlé, donc il faut s'occuper de ça. Ils n'ont pas fait tout ce chemin pour partir d'un infarctus à 55 ans. Voilà, donc moi je trouve, et bon, c'est vous plutôt, vous êtes au sud qui vous pouvez nous dire, mais il y a énormément de travaux, on pourrait citer le travail de Laura Schiaffi sur vieillir. J'ai été étonnée de la mobilisation sur, effectivement, au sud, sur cardiovasculaire, vieillir et toutes ces composantes. Voilà. Bon, merci Franck. Je crois que tu dois te Oui, j'ai une réunion, merci. sauver, je sais. Mais en tout cas, un grand bravo à toi. Alors, on ne peut pas faire de clap-clap dans l'Internet, mais peut-être que si. En tout cas, merci pour la clarté, la qualité. Voilà, ces sujets cardiovasculaires ont pris une importance. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a des choses dans le chapitre. Voilà. On ne laisse pas des gens sans des interrogations pratiques. Voilà. Merci Franck et bonne réunion et bonne soirée. Donc, Bonsoir. Merci, bonne soirée. Bonjour à Camille. Au revoir. Merci. Salut, bonne soirée, Franck. voilà, alors un super tandem là, qu'on avait eu d'ailleurs au congrès comorbidité. Donc, le docteur Camille Vattier est donc diabétologue. Bon, à la Pitié-Salpêtrière, c'est vrai qu'on est dans l'ambiance Sorbonne Université. Alors, voilà. Et il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans le diabète. Ceux qui sont au sud, mais pas que, eh bien, sont là encore. On est tous extrêmement concernés par nos patientèles. Donc, merci Camille de nous avoir rejoints pour bah, voilà, faire un point comme tu sais bien le faire pour nous expliquer. Le panel n'est pas un panel de diabétologues. Donc, voilà ce que nous, on doit Ouais. savoir et comprendre pour eh bien, voilà, insuffler des bonnes pratiques et peut-être des bonnes attitudes chez nos patients. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'organiser ces moments d'échange aussi, hein. Je pense que c'est très riche et très important de pouvoir échanger. Et c'est vrai que c'est une problématique de taille, le diabète chez les personnes vivant avec le VIH. Donc du coup, juste, ça vous connaissez ça mieux que moi, la pathogénèse du diabète chez les patients vivant avec le VIH, elle est multiple. Elle est à la fois liée à des facteurs de l'hôte, donc l'adiposité, on en parlait tout à l'heure, hein, l'héritage un peu de chacun, les co-infections avec l'hépatite C, l'histoire familiale, l'ethnie, et on sait bien que certaines ethnies, notamment en Afrique, sont particulièrement concernées par les problèmes métaboliques et aussi les traitements associés, hein, qui peuvent concerner nos populations avec des traitements antipsychotiques ou par corticothérapie qui vont aussi faire émerger un surrisque métabolique. Et puis, chez ces patients vivant avec le VIH, il y a des facteurs qui sont propres à l'infection par le VIH,
avec le virus lui-même qui génère des troubles au niveau du tissu adipeux notamment. Et puis les traitements, et ça, vous connaissez ça sûrement mieux que moi, donc en fonction des types de traitements, hein, les analogues de la thymidine, les autres inhibiteurs de protéase et les inhibiteurs des intégrases. Et donc, je ne sais pas exactement ce dont vous disposez dans les différents pays dans lesquels vous travaillez, mais probablement que ça a un impact fort, bien sûr, sur le risque métabolique de vos patients. Alors juste pourquoi c'est important de parler de diabète et de VIH, parce que l'épidémiologie du diabète, elle est, vous le savez, en constante augmentation. On a 422 millions de personnes atteintes du diabète dans le monde. On a, rien qu'en France, on a 400 nouveaux cas diagnostiqués chaque jour en France. Et en fait, la prise en charge, elle doit être du coup très précoce pour éviter les complications qui font toute la gravité de la maladie, puisque c'est la principale cause de maladies cardiovasculaires et rénales, de cécité et d'amputation, donc des complications un peu de tous les organes. Et donc, on a énormément de patients avec des troubles cardiovasculaires, des néphropathies, des troubles visuels, et bien sûr des coûts en santé qui aussi sont liés à toutes ces pathologies. Et donc, il y a une grande disparité dans le monde du diabète. Par rapport à la prévalence du diabète chez les patients vivant avec le VIH, on retrouve beaucoup de choses différentes sur des ethnies. Les études ne sont pas toujours extrêmement bien conduites. On a quand même l'impression, finalement, sur les dernières études, que la prévalence correspond à peu près aux prévalences du diabète dans les pays concernés. Donc finalement, pas tellement un surrisque important. Après, on va le revoir, il y a certains facteurs quand même qui vont favoriser le diabète. Donc chez qui on doit dépister le diabète? Donc, tous les patients qui sont en surpoids ou qui sont obèses avec un facteur de risque cardiovasculaire doivent avoir un dépistage. S'il y a des antécédents de prédiabète, les femmes qui ont eu un diabète gestationnel, et bien sûr, nos patients infectés par le VIH doivent avoir des dépistages du diabète. Alors, la définition du diabète, vous allez voir que ça dépend des pays. La plupart des pays considèrent que c'est la glycémie à jeun qui est le gold standard pour définir le diabète, avec une définition donc à plus que 1,26 g de glycémie à jeun, ou une glycémie à n'importe quel moment de la journée à plus que 2 g par litre ou 11,10 millimoles par litre. Aux États-Unis et dans certains pays, l'hémoglobine glyquée est utilisée pour affirmer le diagnostic de diabète avec un seuil à 6,5% d'hémoglobine glyquée. Et en fait, ce qui est sûr, c'est que si on prend l'hémoglobine glyquée comme cut-off, probablement qu'on aura plus de patients qui pourront être diagnostiqués et que finalement, la glycémie à jeun, ce n'est pas forcément la première à être pathologique. Mais néanmoins, quand l'hémoglobine glyquée monte, la glycémie à jeun, elle finit toujours par monter. Mais ce qui est important, c'est que dans la population des patients qui vivent avec le VIH, on a une sous-estimation de l'hémoglobine glyquée chez les patients qui sont sous INTI du fait d'une hémolyse accrue. Et donc là, vous voyez la courbe de l'hémoglobine glyquée avec les contrôles en pointillé et les patients infectés par le VIH. Et on voit bien du coup qu'il y a une mauvaise estimation de l'hémoglobine glyquée et que finalement, chez nos patients qui vivent avec le VIH, probablement que les glycémies restent un meilleur marqueur et un meilleur marqueur de définition du diabète. Alors, quand est-ce qu'on doit faire le dépistage du diabète chez les patients vivant avec le VIH? Alors, je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. C'est bien sûr une glycémie à jeun avant de débuter le traitement antirétroviral. 3 à 6 mois après chaque changement de médicament, si jamais on doit changer les traitements antirétroviraux. Et puis, s'il n'y a pas d'autres particularités, tous les ans. Tous les ans, à moins que le patient il grossisse beaucoup d'un coup, notamment, je pense vraiment au début de l'introduction des traitements, avec certains traitements qui peuvent faire prendre du poids, il faudra être très vigilant sur le seuil de glycémie. Alors, si jamais le patient est diabétique, donc vous avez évoqué déjà ce point, quel traitement du VIH faut-il proposer? Donc, ce qui est sûr, c'est que les utilisations des antirétroviraux récents, mais donc je ne suis pas sûre que vous disposez tous de ces traitements-là, ont un profil métabolique plus favorable, celui que de l'efavirenz ou des inhibiteurs de protéase. Donc très clairement, si un patient a des antécédents familiaux de diabète, a un surpoids ou une obésité, ou en tout cas est à risque de devenir diabétique, il faudra choisir les médicaments antirétroviraux les moins diabétogènes. Il y a finalement, en termes de réponse, une seule étude qui montre que les patients sous inhibiteurs de protéase ont une moins bonne réponse au traitement hypoglycémiant et nécessitent un suivi rapproché des résultats thérapeutiques. Donc voilà, peut-être qu'une petite faire attention aux patients sous IP. Alors si on regarde maintenant
Donc, le risque de diabète en fonction des traitements antirétroviraux utilisés. Donc là, c'est une étude Accor que vous connaissez probablement, qui est publiée en 2021, qui nous montre que finalement, le risque de diabète, il est similaire entre les IP et les INTI, avec un autre ratio à 1,27. Et par contre, l'association avec les INI était atténuée on tient compte de la prise de poids. Donc finalement, ce qui est le plus important dans le risque diabétogène de ces traitements, ça va être la prise de poids. Et donc, on en revient à ce dont vous avez discuté précédemment, c'est cette prise de poids-là qui va être finalement déclencheuse des complications métaboliques. Et donc, c'est ces traitements-là qu'il faudra éviter chez les patients qui sont déjà à risque de diabète et de complications métaboliques, donc antécédents familiaux de diabète, un surpoids ou une obésité. Donc là, il faudra être très vigilant et en tout cas surveiller probablement hein, dès le début du traitement la prise de poids pour pouvoir éventuellement, si c'est possible, switcher le traitement. Un autre petit message quand même aussi, il y a quand même des diabètes qui sont rapportés avec acidocétose, avec les INI qui ont été rapportés, hein, notamment donc, avec le dolutegravir. Et donc, il y a plusieurs études, plusieurs case reports qui rapportent ces cas et qui nécessitent aussi de bien connaître cela, parce que quand on introduit ces traitements, donc il y a des rares cas, c'est possible d'avoir une vraie acidocétose diabétique. Et donc, dans ce cas, il faudra bien sûr changer de classe médicamenteuse quand c'est possible. Alors, finalement, quand le patient qui vit avec le VIH a un diabète, qu'est-ce qu'on va attendre de notre traitement antidiabétique? Donc, finalement, on a peu d'études spécifiques chez les patients diabétiques. On n'a pas de large cohorte de patients vivant avec le VIH et l'étude spécifique des différents traitements. Et donc, notre arsenal thérapeutique il va être identique pour les patients qui vivent avec le VIH par rapport à la population générale qui présente un diabète de type 2. Et donc, je vous rappelle que le traitement a un objectif d'hémoglobine glyquée et que notre cible thérapeutique doit être atteinte et on va moduler notre traitement en fonction de l'atteinte ou non de notre cible. Donc, nous, en France, on a des recommandations de la Société francophone du diabète qui ont été publiées à la fin de l'année 2023, donc toutes récentes, et qui nous confirment les seuils d'hémoglobine glyquée à atteindre chez nos patients. Et les patients atteints vivant avec le VIH doivent atteindre ces objectifs, comme tous les patients diabétiques de type 2. Et vous voyez qu'en fonction du contexte, on va avoir des cibles différentes et que finalement, les patients qui sont en bonne santé, avec une espérance de vie supérieure à 5 ans, qui n'ont pas de comorbidité sévère, pas d'insuffisance cardiaque, pas d'insuffisance rénale, ont un objectif d'hémoglobine glyquée à moins de 7%. Et même, et j'insiste sur le même, quand c'est le début de la maladie, c'est-à-dire que c'est le diabète qui est relativement récent, l'objectif, c'est d'une hémoglobine glyquée à moins de 6,5%, en tout cas, tant qu'on n'a pas de traitement hypoglycémiant, c'est-à-dire pas de traitement avec un risque d'hypoglycémie. On va revenir sur ces traitements-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une mémoire glycémique, et ça, c'est très important, c'est-à-dire que les premières années du diabète sont décisives pour l'arrivée ou non des complications sur le long terme. Donc, si je découvre un patient qui, bien sûr, a une espérance de vie donc de plus de 5 ans, un diabète, il va falloir que je protège ce patient pour, dans 20 ans ou dans 15 ans, qu'il reste en bonne santé et donc, du coup, qu'il ait un objectif d'hémoglobine glyquée vraiment en dessous de 6,5%. Et cela, finalement, jusqu'à ce qu'on ait des traitements hypoglycémiants chez ces patients. Par contre, si mon patient est âgé de plus de 75 ans, et on a quand même beaucoup de patients VIH aujourd'hui qui sont des patients plus âgés ou qui sont des patients polypathologiques, fragiles, les seuils d'hémoglobine glyquée vont varier avec une cible à 8% quand c'est des patients fragiles et jusqu'à 9% quand le patient est dépendant ou avec une santé très altérée. Donc ça, c'est aussi très important de savoir élargir les seuils parce que là encore, nos patients vieillissent et quand on vieillit, du coup, on devient fragile. Et si on est fragile, il ne faut surtout pas rajouter des risques pour le patient. Et puis, alors ça, je n'ai aucune notion de savoir si vous avez la possibilité d'avoir les mesures continues de glucose. Mais donc aujourd'hui aussi, chez les patients qui sont traités par au moins une injection d'insuline, nous en France, on a la possibilité d'avoir les capteurs de mesure continue du glucose, qui sont aussi une bonne aide, je vais revenir dessus après. Et donc, il y a des objectifs de temps passé dans la cible glycémique, qui sont les nouvelles recommandations pour ces patients qui ont des mesures continues de glucose. Et donc, on estime qu'il faut atteindre un seuil de plus de 70% du temps entre 0,70 et 1,80 grammes par litre de glycémie. Et puis, par contre, si le patient est fragile, on sera plutôt à 50% d'objectif
de temps dans la cible. Alors ça, ce sont les guidelines qui ont été faites par les sociétés savantes européennes et américaines, mais je vais vous les détailler un peu plus. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans le traitement du diabète, on est bien plus qu'un traitement juste de la glycémie. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des traitements des maladies cardiovasculaires, des traitements de l'insuffisance cardiaque et des traitements de la néphropathie, en même temps qu'on soigne le diabète. Et donc ça, c'est un nouveau paradigme qui fait qu'on a la chance d'avoir ces traitements-là et surtout, du coup, d'avoir un arsenal thérapeutique et qu'il va falloir, du coup, adapter au profil du patient, individualiser au jour le jour, puisque notre patient, il peut n'avoir aucune comorbidité au départ, puis devenir insuffisance cardiaque et ou néphropathe, et donc, du coup, il faudra réajuster le traitement en fonction. Alors, comment est-ce qu'on choisit le traitement? Donc ça, c'est toute la difficulté, c'est que c'est bien d'avoir un arsenal thérapeutique, mais quand on n'est pas diabétologue, souvent, c'est un peu l'angoisse de dire, bah, qu'est-ce que je fais et par quoi je commence? Donc, tout va dépendre de ce qu'on attend finalement, de l'efficacité attendue, hein. C'est-à-dire que si on a une hémoglobine glyquée à 10%, bah, on attend une baisse d'hémoglobine glyquée de plus de 3%. Ce n'est pas la même chose que si on a 7,5%. Ça dépend si on si on prend le risque des hypoglycémies, si on a un risque sur le poids, et là, on va le voir, on a des traitements qui peuvent être plutôt favorables sur le poids. Si on attend des effets cardiovasculaires, néphroprotecteurs, l'utilisation avec quel traitement antirétroviral, puisque certains traitements peuvent avoir quelques conflits, on va revenir dessus. Et puis les comorbidités, puisque nos patients infectés par le VIH peuvent également être infectés par d'autres virus hépatiques, notamment avec du coup une comorbidité hépatique. Et puis bien sûr les effets secondaires. Alors je rappelle bien sûr que quel que soit le stade de la maladie, à tous les stades du diabète, hein, il faudra envisager, insister sur les règles hygiéno-diététiques. Et je vous rappelle qu'en fait, ces règles hygiéno-diététiques sont là encore les meilleurs traitements préventifs du diabète. Donc, si on a un patient qui vit avec le VIH, qui a des risques d'avoir du diabète parce qu'il y en a dans sa famille ou parce qu'il est en surpoids, déjà de parler d'équilibre alimentaire et d'activité physique, c'est très important parce que c'est ce que vous voyez sur cette courbe qui montre que le meilleur traitement, ça reste vraiment les règles hygiéno-diététiques. Et dans cette étude, il y avait aussi un bras metformine hein, qui était bien moins bon en termes de reculer l'incidence du diabète. Donc, ça diminue l'incidence de diabète de 58% et c'est vraiment très important. Et là encore, le risque d'avoir un diabète, il va être en fonction des points d'IMC. Et donc, si on perd un point d'IMC, ou si on gagne un point d'IMC, à chaque point d'IMC, on a 11% de risque de plus d'être diabétique. Donc, vraiment, ça, c'est très important. Et si on veut limiter l'apparition d'un diabète, surtout dans nos maladies polypathologiques, ces patients polypathologiques, hein, il faudra insister là-dessus. Donc, il faut essayer de leur dire de ne pas rester trop assis. Et puis, là aussi, j'insiste, c'est développer les programmes d'éducation thérapeutique parce qu'on sait bien aussi que quand on a une maladie déjà, l'infection par le VIH, et qu'on rajoute une deuxième maladie chronique, ça fait 2 maladies chroniques, plus la maladie cardiovasculaire, l'hypertension artérielle dont on a parlé, etc. Ça fait que les patients ont beaucoup de sources d'inquiétude. Et donc, du coup, beaucoup de frustration, que parfois, il y a une maladie du coup qui passe un peu à l'as par rapport à l'autre, parce que du coup, c'est compliqué de tout gérer, que c'est pas facile de savoir quel médicament joue sur quoi, savoir l'observance aussi. Et donc, du coup, il va falloir vraiment jouer là-dessus, et les régimes aussi sont importants dans cette considération, et puis éventuellement les troubles mentaux, la toxicomanie, qui peuvent jouer un rôle. Donc, il faudra vraiment développer ces programmes-là dans ces populations. Alors après, les règles hygiéno-diététiques, ça ne suffit pas toujours, même si c'est un très bon traitement. Et donc, du coup, comme premier traitement, ça reste depuis maintenant 100 ans la metformine, hein, c'est un vieux médicament, mais ça reste un très bon traitement. Pourquoi? Parce que ça améliore la sensibilité à l'insuline. C'est un médicament qui est peu cher. Par contre, c'est un médicament qui n'est pas toujours très bien toléré. Ça peut donner des diarrhées, des douleurs abdominales. Et donc là encore, j'insiste, c'est un médicament qui va être prescrit pour le long terme, a priori, puisqu'un patient diabétique va vivre avec son diabète probablement toute sa vie. Et donc, on n'est pas pressé d'avoir une pleine dose. On va y aller tranquillement pour qu'il le supporte bien. On n'est pas dans l'urgence. Ce n'est pas une hyperglycémie à 2,50 g qui va faire mourir le patient là tout de suite. Et si on se prive de la metformine parce qu'on l'a prescrit trop vite, eh bien, du coup, le patient ne va pas adhérer au traitement et on se prive d'un très bon médicament pour toute sa vie.
Donc, du coup, vraiment, j'insiste, on le prescrit très progressivement, 500 mg par jour pour commencer pendant plusieurs jours, puis 500 mg matin et soir pendant plusieurs jours. Et si jamais le patient le supporte bien, on pourra monter la dose de metformine jusqu'à 1000 mg x 2 ou x 3. Vraiment le prendre en milieu ou fin de repas. Hein, si j'ai un message à vous faire passer, c'est celui-là. C'est allez-y tranquille et en milieu ou fin de repas. Et puis bien sûr, il faut faire attention à certaines combinaisons, hein, notamment la stavudine et le dolutegravir. Et notamment avec le dolutegravir, il ne faut pas dépasser la dose de 1000 mg par jour de metformine. Et bien sûr, se méfier des contre-indications, donc toutes les insuffisances d'organes, donc l'insuffisance rénale, hépatique, cardiaque, respiratoire, sont des contre-indications, mais vous voyez que l'insuffisance rénale, c'est jusqu'à 30 de clairance. Alors, on va pouvoir prescrire à 1000 mg par jour jusqu'à 60, entre 60 et 30 ml par minute de clairance. En gros, ce traitement, il marche bien, ça fait baisser d'1% l'hémoglobine glyquée, il n'y a pas d'hypoglycémie, c'est plutôt neutre sur le poids, et puis c'est un médicament qui ne coûte pas cher. Et finalement, les risques d'acidose lactique, ils sont très faibles. Ils sont, s'il y a une insuffisance d'organes ou si on n'a pas respecté notamment les doses avec le dolutegravir. Mais sinon, voilà. Donc, du coup, c'est un bon traitement. Et chez les patients qui vivent avec le VIH, on a montré également des améliorations propres avec moins de triglycérides, moins d'insuline, plutôt un rapport taille-sur-hanche favorable lorsqu'on prend ce traitement et qu'on a une infection par le VIH. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut prescrire comme traitement quand ça ne suffit toujours pas ou quand le patient, quelques années plus tard, a eu un diabète qui se déséquilibre? Et donc là, on a un arsenal thérapeutique qui s'est modifié. On a les sulfamides, qui sont des vieux traitements, là encore, les inhibiteurs de la DPP4, les analogues du GLP1, les inhibiteurs du SGLT2, et puis bien sûr l'insuline. Donc vous voyez un arsenal thérapeutique majeur avec des cibles qui vont être différentes. Hein, ce qui va se jouer sur la sécrétion d'insuline, bien sûr, c'est les sulfamides hypoglycémiants. Et puis, on a ces médicaments qui sont qui miment l'action des incrétines, les inhibiteurs de la DPP4 et les analogues du GLP1, qui vont favoriser la sécrétion d'insuline au moment des repas et qui, du coup, vont être neutres en termes d'hypoglycémie et qui, en plus, pour les analogues du GLP1, vont jouer sur la satiété en diminuant la satiété et en ralentissant la vidange de l'estomac. Donc, un effet favorable sur le poids. Les inhibiteurs du SGLT2, ils vont faire pisser du sucre quand il y a une hyperglycémie. Donc, du coup, ça, c'est un bon traitement aussi parce que si on pisse du sucre, on pisse des calories, donc c'est plutôt favorable sur le poids. Et puis, bien sûr, on a notre insuline qui est bien sûr importante dans notre arsenal thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir chez ces patients VIH? Donc, je ne vous l'apprends pas, vous venez d'en parler. Le risque cardiaque chez le patient vivant avec le VIH, c'est un risque certain qui est un risque important. Et chez les patients diabétiques, ce risque est majeur puisque l'espérance de vie est vraiment significativement diminuée chez les patients diabétiques coronariens par rapport à des patients qui ne sont pas diabétiques, par rapport à des patients non diabétiques et non coronariens. En gros, c'est 12 ans de vie perdus à cause du diabète sur le plan cardiovasculaire. Donc voilà, donc du coup, nos patients VIH, ils sont à risque cardiovasculaire. Il y a aussi, avec le diabète, plus de risques d'insuffisance cardiaque et on a des médicaments, les inhibiteurs du SGLT2. Ici, vous voyez les grandes études avec les différentes classes d'inhibiteurs du SGLT2, les différentes molécules, qui nous montrent là encore un effet protecteur en termes de risque d'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est associée au diabète et donc, du coup, ça diminue ce risque. À tel point que si on compare en fait le nombre de patients qu'il faut traiter pour prévenir une mortalité cardiovasculaire avec les grandes études, vous voyez qu'on avait un patient, il fallait traiter 30 patients pendant 5 ans avec la simvastatine pour éviter un mort cardiovasculaire. Le ramipril, il faut 56 patients pendant 5 ans. Et ces nouvelles classes, l'empagliflozine, donc il faut 39 patients à traiter pour éviter une mortalité cardiovasculaire pendant 3 ans. Donc c'est un très bon traitement pour prévenir la mortalité cardiovasculaire. Et nos patients VIH sont à risque cardiovasculaire, donc ça va être un traitement assez intéressant. Et puis là encore, on a des traitements qui sont néphroprotecteurs. Les patients diabétiques ont un risque de néphropathie diabétique avec une progression vers l'insuffisance rénale terminale. Et on sait bien l'évolution du DFG chez ces patients. Et les patients VIH ont également un risque rénal qui est augmenté, multiplié par 5 à 10 par rapport à la population générale, même si ça tend à s'amoindrir avec les nouveaux traitements anti-VIH. Donc, nos patients diabétiques et VIH ont un surrisque de néphropathie important. Et là encore, on va avoir du coup
accès à des médicaments qui vont jouer à la fois sur la glycémie et sur notre risque rénal. Alors, dans ces nouvelles recommandations de la prise en charge des patients diabétiques, il y a quelques changements par rapport aux anciennes choses. On va dire que finalement, on a changé la bithérapie après l'échec de la metformine. Avant, quand on avait la metformine, si ça ne suffisait pas, on rajoutait les sulfamides. Et maintenant, vous allez voir, on a changé beaucoup les choses. On a des stratégies thérapeutiques qui vont être propres en fonction du contexte. Donc, le patient en situation d'obésité, ou alors le patient avec une maladie athéromateuse avérée, ou alors un patient avec une insuffisance cardiaque, ou avec une maladie rénale chronique, on va du coup développer des stratégies pour protéger la comorbidité associée, que ce soit l'obésité, l'insuffisance rénale, etc. Et puis, bien sûr, il y a également des recommandations nouvelles chez les patients âgés et plus fragiles, parce qu'il y aura des risques spécifiques à éviter chez eux. Donc, pour revenir sur comment on fait, en pratique, règles hygiéno-diététiques. Et les règles hygiéno-diététiques, c'est bien de les donner dès le départ pour montrer l'importance qu'elles peuvent avoir, parce que si d'emblée on met un traitement, on n'est pas à 3 mois après dans le diabète, je le redis, dans le diabète de type 2, on n'est pas à 3 mois après, les patients ne vont pas mourir là, mais c'est pour dans 15-20 ans que leur risque de décès va être avancé par rapport à la population générale. Donc, du coup, dans la situation commune, sauf si l'hémoglobine glyquée est d'emblée à plus de 10%, on recommande les règles hygiéno-diététiques pendant 3 mois. Si à 3 mois, on n'est toujours pas à notre objectif d'hémoglobine glyquée, on recommande en première intention la metformine. Si encore une fois, au bout de 3 mois, on n'est toujours pas à l'objectif, ou si quelques années plus tard, avec ce traitement, on n'est plus à l'objectif, il va y avoir plusieurs possibilités thérapeutiques avec ces médicaments nouveaux. Donc, soit on a envie de privilégier la perte de poids parce que le patient il est en surpoids ou obèse, et dans nos populations qui vivent avec le VIH, notamment nos femmes parfois qui présentent une obésité, les analogues du GLP-1 seront à privilégier. Si l'obésité ou le surpoids est modéré, les inhibiteurs du SGLT2 font moins perdre de poids et donc seront également faciles à utiliser. Les inhibiteurs du SGLT2 ont l'avantage d'être des comprimés, tandis que les analogues du GLP-1 sont en injection, alors une fois par semaine, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Si le patient est dans une situation assez neutre, sans obésité, sans surpoids, sans comorbidité, les inhibiteurs du DPP4 seront à privilégier parce qu'ils sont neutres sur le poids et que c'est un traitement sans hypoglycémie et un traitement qui est fiable sur le plan cardiovasculaire. Si le patient est à risque cardiovasculaire ou d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance rénale, il va y avoir du coup quelque chose de particulier pour leur stratégie. Alors pourquoi il y a des stratégies particulières? Parce qu'on a de grands enseignements des études cardiovasculaires en prévention primaire ou en prévention secondaire avec les différentes classes thérapeutiques, les analogues du GLP-1 par exemple. Et vous voyez qu'en prévention primaire, on a une tendance à une diminution des événements cardiovasculaires avec les analogues du GLP-1, et en prévention secondaire, là, clairement, d'avoir un traitement par analogue du GLP-1 dans nos populations diabétiques en prévention secondaire réduit le risque cardiovasculaire de façon importante. Concernant les inhibiteurs du SGLT2, là encore, en prévention primaire, on n'a pas d'effet comme vous pouvez le voir en haut. Par contre, en prévention secondaire, on a là encore un bénéfice important de ces traitements sur le risque cardiovasculaire de nos patients diabétiques avec un ratio à 0,89. Quand on regarde ensuite les inhibiteurs du SGLT2 sur des critères d'insuffisance cardiaque, donc comme vous voyez ici, on a des diminutions du risque de poussée d'insuffisance cardiaque d'environ 30%, donc des résultats qui sont extrêmement encourageants avec ces traitements. Et ensuite, donc ça, c'était les grands essais. Et qu'en est-il de la vraie vie, puisque ces médicaments sont maintenant utilisés depuis pas mal de temps. Donc en vraie vie, on retrouve, là encore, en prévention primaire même des effets favorables des analogues du GLP-1 avec plutôt un risque d'événements cardiovasculaires diminué de 12%. Et quand on regarde, là encore, les inhibiteurs du SGLT2 en prévention primaire en vie réelle, là encore, on a l'impression que c'est un effet favorable. Comme vous pouvez voir ici, on est plutôt à gauche de notre ligne d'intérêt de confiance de 1. Donc, du coup, un risque plutôt favorable, une protection des événements cardiovasculaires avec les inhibiteurs du SGLT2. Donc, ça, c'est dans les grands essais. J'ai déjà montré. Donc, finalement, lorsqu'on est dans la situation générale, si on a pris la metformine en premier, puis ensuite les inhibiteurs du SGLT2 ou les inhibiteurs du DPP4, qu'on n'est pas à l'objectif, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là encore, on peut
de continuer avec les classes non prescrites, donc analogue du GLP-1 ou inhibiteur du SGLT2 ou inhibiteur du DPP4. Et vous voyez que finalement, les sulfamides sont très loin dans l'arsenal thérapeutique du fait du risque hypoglycémique et de l'absence d'intérêt de cardioprotection ou de néphroprotection. Et pareil, l'insuline basale, elle est reliée un peu plus loin aussi du fait du risque de prise de poids et d'hypoglycémie. Voilà, donc si par contre on était avec metformine plus analogue du GLP-1, on va pouvoir repartir sur inhibiteur du SGLT2 ou les sulfamides ou les insulines basales. On ne peut pas prescrire les analogues du GLP-1 avec les inhibiteurs du DPP4 puisque le mécanisme d'action est assez similaire et les analogues du GLP-1 sont bien plus puissants que les inhibiteurs du DPP4. Ensuite, donc, on a la possibilité de mettre bien sûr l'insuline basale, qui reste un très bon traitement, puisque ça va nous permettre de corriger la carence en insuline relative des patients. Et donc, on va pouvoir mettre la metformine avec l'insuline basale et rajouter, si jamais il y avait des besoins pour le plan cardiovasculaire ou rénal, des analogues du GLP-1 ou des inhibiteurs du SGLT2. Ou alors, si jamais les traitements oraux ne suffisent plus, de passer à l'insulinothérapie basale bolus. Donc, quand on est dans une situation d'obésité, les classes à privilégier, c'est les analogues du GLP-1, donc en injectable quotidien ou hebdomadaire, ou les inhibiteurs du SGLT2, qui sont donc des traitements oraux et qui sont combinés avec la metformine. Et puis ensuite, on passe à un autre traitement si on doit rajouter une trithérapie. Et bien sûr, on pourra aussi rediscuter de la chirurgie bariatrique. Si on a une maladie athéromateuse avérée maintenant, ou une maladie rénale chronique ou une insuffisance cardiaque, on va privilégier donc en deuxième intention, comme autre traitement, les inhibiteurs du SGLT2 ou les analogues du GLP-1, ou pour la maladie rénale ou l'insuffisance cardiaque, les inhibiteurs du SGLT2. Et finalement, de façon même indépendante du diabète, c'est-à-dire que même si le diabète est bien équilibré, si jamais on a une maladie rénale chronique ou une insuffisance cardiaque, il faudra, pour protéger le rein ou le cœur, introduire ces classes médicamenteuses. Alors ensuite, donc aujourd'hui, il y a pas mal de patients qui ont à la fois le traitement par analogue du GLP-1 et inhibiteur du SGLT2. C'est un traitement qui est assez séduisant, avec des mécanismes d'action qui sont différents, puisqu'il y en a un qui va jouer vraiment sur le rein. Les inhibiteurs du SGLT2 va juste faire pisser du sucre, donc augmenter l'expression urinaire de glucose. Et les GLP-1 vont jouer, eux, sur l'estomac et sur la régulation centrale de l'appétit et la sécrétion d'insuline. Et donc, il va y avoir un mécanisme probablement synergique sur le risque cardiovasculaire qui sont très intéressants. Et donc, en effet, les premières méta-analyses des essais randomisés montrent qu'on a un effet supplémentaire mais non additif de l'utilisation de ces classes ensemble, une perte de poids avec un effet additif cette fois-ci, un effet synergique sur la pression artérielle qui est diminuée par ces deux traitements et un profil de tolérance qui est attendu avec, pour les analogues du GLP-1, un risque de nausée, de vomissement du fait du ralentissement de la vidange gastrique. Et pour les inhibiteurs du SGLT2, un risque d'infection urinaire. Et donc, il faut vraiment prévenir les patients d'avoir une bonne hygiène au niveau urinaire. Et pour les femmes, prévenir le risque de mycose, puisque du coup, il y a un risque de mycose vaginale qui finalement n'intervient que dans les 3 premiers mois suivant l'instauration du traitement et qui survient essentiellement chez les femmes qui ont déjà eu des mycoses. Donc, quand on introduit ces traitements, c'est facile à prévenir. On met en même temps un traitement préventif de la mycose vaginale et on explique aux patientes et ça se passe toujours très bien. Voilà, donc les effets cardiovasculaires de l'association de ces nouvelles molécules, donc analogues du GLP-1, inhibiteurs du SGLT2, montrent là encore des effets favorables a priori sur les causes les mortalités toutes causes, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, pour les mortalités cardiovasculaires ou les événements cardiovasculaires, donc vraiment des effets qui semblent très intéressants. Et donc là encore, les études en vraie vie montrent qu'il y a un bénéfice. Vous voyez ici les diminutions du risque d'événements cardiovasculaires et la diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque quand on combine ces thérapeutiques. Donc quand on a une maladie athéromateuse ou insuffisance cardiaque ou maladie rénale, on va vraiment insister sur ces traitements si jamais on a la possibilité de les prescrire. Là encore, un petit focus sur les patients âgés. Donc, si le patient est en bonne santé, finalement, on va revenir à l'algorithme que je viens de vous présenter. On va choisir un peu comme on veut entre les différents traitements. Mais si, par contre, le patient est fragile, on va vraiment privilégier les traitements qui ne vont pas être hypoglycémiants et qui ne vont pas trop faire perdre de poids. Parce que là encore, un patient fragile, s'il perd du poids, il va perdre aussi du muscle et il va devenir encore plus fragile.
Et donc, on va privilégier metformine, inhibiteur du DPP4 et ou les inhibiteurs du SGLT2. Avec là encore, comme le mécanisme d'action, c'est de pisser du sucre, il va falloir dire aux patients de bien s'hydrater, surtout quand il fait chaud. Donc, du coup, il faudra bien hydrater les patients quand on prescrit ces traitements par inhibiteur du SGLT2. Et si le patient il est encore plus fragile, mais même dépendant, on va faire vraiment autant que possible metformine et inhibiteur du DPP4 parce que c'est des traitements qui sont vraiment neutres, relativement bien tolérés et surtout donc pas de risque hypoglycémique ou pas de risque de complications avec ces traitements. Et puis si jamais on est loin de l'objectif, ça sera metformine et insuline basale parce que finalement c'est un traitement qui est assez sécuritaire, sans trop de risque hypoglycémique et qui va permettre d'obtenir notre cible d'hémoglobine glyquée. Voilà. Après, donc, les inhibiteurs du SGLT2, finalement, c'est quel que soit le risque d'insuffisance cardiaque, comme vous pouvez le voir ici. Et finalement, c'est un bon traitement, même chez les patients fragiles. Et quand on regarde les inhibiteurs du SGLT2 et la maladie rénale chronique, là encore, même si les patients sont fragiles, il n'y a pas plus de risque à les utiliser chez ces patients. Et donc, du coup, ça reste protecteur sur le risque de passer en dialyse dans les années à venir. Et là encore, donc, chez les patients fragiles de plus de 65 ans, on a des effets, on n'a pas plus d'effets secondaires de l'utilisation de nos molécules inhibiteurs du SGLT2 ou analogues du GLP1 sur ces études observationnelles. Donc là, c'est les traitements actuels. L'avenir, c'est les doubles agonistes GLP1-GIP qui sont en cours de qui sont commercialisés dans des pays européens déjà et puis aux États-Unis. Donc les doubles agonistes GLP1-GIP, je pense que ça va être particulièrement intéressant dans nos populations de patients VIH et avec une obésité. Pourquoi? Parce que ces traitements, comme vous pouvez le voir ici, ils font perdre beaucoup de poids. En moyenne, c'est 15% du poids qui est perdu. Donc un traitement très intéressant avec ces nouvelles molécules. Donc en tout cas, nous en France, on attend avec impatience de savoir s'ils vont être donnés rien que pour le traitement de l'obésité. Et puis une efficacité, là encore, assez redoutable en termes d'hémoglobine glyquée avec des patients qui perdent plus d'1,5% d'hémoglobine glyquée grâce à ces traitements. Mais après, c'est des traitements qui ne sont pas toujours très bien tolérés puisqu'il y a 2 agonistes en même temps et que du coup, il y a un risque de nausée et de vomissement plus important. Et moi, pour avoir vu des patients traités dans des protocoles, c'est des patients qui, pour tous, vont avoir quand même un appétit extrêmement diminué. Et je sais que dans certaines populations, le fait de ne pas manger ou de ne pas bien manger, ça les gêne beaucoup. Et finalement, c'est des patients qui ne vont pas continuer ces traitements. Donc, c'est très important de bien considérer ça. Alors ensuite, on a aussi, en termes d'insulinothérapie, des nouvelles insulines, puisqu'il y avait auparavant donc, les insulines NPH, il y a eu ensuite les insulines lentes première génération qui duraient à peu près 1 jour. Donc les insulines qu'on utilise beaucoup actuellement. Et puis aujourd'hui, il y a des insulines qui durent même plus qu'1 jour, des analogues de 2e génération, et vont arriver très prochainement probablement les insulines hebdomadaires en termes d'insuline basale, qui ont l'avantage du coup de favoriser l'observance, mais qui vont avoir l'inconvénient d'avoir une moindre possibilité d'ajustement thérapeutique au jour le jour. Donc les analogues lentes de 2e génération, c'est l'insuline glargine 300 notamment, et qui permet d'avoir un profil de glycémie, vous voyez en vert foncé, encore plus plat que le profil avec la glargine 100. Donc du coup, c'est des traitements qui limitent là encore le risque hypoglycémique. Si c'est plat, ça veut dire que même si on ne mange pas à horaire fixe, on ne va pas faire d'hypoglycémie, et c'est ce qu'on attend de ces insulines-là pour favoriser l'observance et que les patients soient en sécurité. Alors, quand est-ce qu'on doit mettre une insuline basale dans cet arsenal thérapeutique? Donc, en fait, on doit en mettre d'emblée lorsque l'hémoglobine glyquée elle est élevée, à plus de 10%, avec un traitement oral, pour éventuellement ensuite pouvoir arrêter l'insuline et rajouter des traitements oraux. Si l'hémoglobine glyquée n'est pas à l'objectif malgré le traitement non insulinique maximal, et comment on fait pour commencer en pratique, parce que c'est finalement la question. Là encore, on n'est pas pressé de trouver la bonne dose. Si vous collez d'emblée une grosse dose à votre patient et qui fait l'hypoglycémie, vous êtes garanti qu'il ne recommencera pas. Donc on y va tranquille. On commence à une dose de 0,2 unités par kilo par jour pour notre patient et on fait la titration, c'est-à-dire qu'on lui demande de regarder sa glycémie le matin, tous les matins. Et tant qu'on n'est pas à notre objectif entre 0,80 et 1,20 g, on va augmenter la dose d'insuline
de 2 unités par jour. Donc ça, c'est vraiment important. Et là, le message encore, il est phare, c'est qu'il ne faut pas retarder la mise en route de l'insulinothérapie. Un diabète qui est sous insuline n'est pas un diabète plus grave qu'un diabète sous comprimé. Ce qui compte, c'est d'être bien soigné. Les complications sont identiques. Et donc, un diabète qui est que sous cachet avec une hémoglobine glycée à 10%, c'est un diabète qui est grave, tandis qu'un diabète qui est bien contrôlé avec une insulinothérapie, c'est un diabète qui va bien. Donc, il faut vraiment essayer de dédiaboliser cette insulinothérapie. Et avec les insulines basales, on arrive vraiment à avoir des profils aujourd'hui quand même relativement plats. Et donc, c'est très intéressant. En termes d'insuline rapide, là encore, on a des insulines ultra rapides. On essaye de mimer, en bleu, vous voyez la sécrétion du pancréas quand on mange, hein, qui est extrêmement rapide et qui dure peu de temps. Les insulines rapides miment à peu près ça, elles sont en noir. On a aujourd'hui des insulines ultra rapides en orange qui sont à la disposition. Bon, ça change un petit peu, mais non plus pas de façon révolutionnaire. En tout cas, c'est bien mieux que les insulines ordinaires qui étaient auparavant sur le marché. Et donc ça, là encore, ça nous permet d'avoir une physiologie un peu plus rapprochée de la physiologie naturelle. Alors ensuite, j'aborde pas beaucoup le point de l'obésité parce qu'on m'a dit diabète. Donc la question qui se pose, c'est qu'en est-il de la chirurgie bariatrique? Alors la chirurgie bariatrique est un traitement de l'obésité, en tout cas aujourd'hui, c'est le traitement de l'obésité parce que finalement les traitements médicamenteux sont quand même pas aussi efficaces, faut le dire. Avec une chirurgie bariatrique, en moyenne, on perd 27% de son poids, donc c'est quand même considérable. Les analogues du GLP-1 dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui, du coup, en tout cas, coûtent quand même pas mal d'argent aux patients, permettent une perte de poids d'environ, voilà, on va dire 7 kilos au mieux. Donc, vous voyez qu'on est loin des 27% du poids avec la chirurgie bariatrique. Et la chirurgie bariatrique, donc on n'a pas de grandes études, c'est des cohortes de patients. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des cohortes montrent un résultat similaire avec des résultats identiques au DNA de la population générale, à la fois en termes de rémission du diabète et en termes d'efficacité de la perte de poids. Donc voilà, donc les patients avec des sleeves ou avec des bypass gastriques ont une bonne perte de poids et un risque de rémission du diabète qui est identique à la population générale. Et la chirurgie bariatrique doit être effectuée assez tôt dans la vie du patient diabétique si on veut qu'il guérisse de son diabète, parce que si on le fait alors que le patient a une carence en insuline, eh bien, il ne récupérera pas et restera diabétique après la chirurgie. Et là encore, la chirurgie bariatrique, probablement que la place va reculer avec les nouveaux traitements de l'obésité qui seront ou non disponibles, mais qui seront en tout cas disponibles pour une partie de nos patients. C'est les analogues du GLP-1 et du GIP. Et il y a des triples agonistes qui vont sortir également et qui font perdre plus de 20% du poids et donc qui vont concurrencer sérieusement la chirurgie bariatrique. Mais là encore, méfiez-vous, ces traitements, il ne faut pas les donner à des patients qui ont un risque de dénutrition et de sarcopénie parce qu'on serait délétère en termes de santé. Alors ensuite, dans le diabète, on a aussi beaucoup de nouveautés en termes d'outils thérapeutiques, de nouvelles technologies. J'en ai déjà parlé, mais la mesure continue du glucose, qui est vraiment une aide majeure au contrôle glycémique, à l'éducation thérapeutique, parce que le patient, quand il va marcher, il voit tout seul que le taux de sucre il baisse. Donc c'est vraiment un très bon outil d'éducation thérapeutique par rapport à se piquer le bout du doigt avec des mains propres, c'est pas toujours évident. Et en plus, donc, il a été montré que ces traitements réduisent les risques de complications métaboliques aiguës et d'hospitalisation toute cause. Vous voyez, en gris, c'est avant avoir ce dispositif et en bleu, c'est après. Et donc, on a des résultats qui sont satisfaisants, quel que soit l'âge des patients. Et donc, ça aussi, c'est très intéressant. Les objectifs, on l'a vu. Ensuite, quelle prise en charge pour les complications? Là encore, le message, c'est la prévention. Le dépistage de la rétinopathie doit être annuel. Et c'est très important. Le dépistage de la néphropathie doit se faire avec la microalbuminurie sur créatininurie sur échantillon de façon annuelle, en l'absence d'anomalie, avec un contrôle de la créatininémie. Mesurer la pression artérielle, contrôler le bilan lipidique. L'examen des pieds, il doit être au moins annuel s'il n'y a pas d'anomalie. S'il y a une neuropathie, il faudra le faire à chaque consultation. Éduquer le patient au risque de plaies et bien sûr ne pas oublier, donc pour conclure cette discussion sur les diabètes et les patients vivant avec le VIH, un dépistage extrêmement régulier par la glycémie à jeun, une prise en charge thérapeutique avec l'éducation thérapeutique, les règles hygiéno-diététiques, des objectifs qui doivent être personnalisés avec l'adaptation du traitement pour le VIH si besoin,
et une réévaluation vraiment en fonction de l'évolution du profil métabolique du patient lorsqu'on prescrit un traitement antirétroviral. En première ligne, le traitement, c'est la metformine à dose progressivement croissante, vraiment. Et les traitements de deuxième et troisième ligne sont personnalisés, avec, si on peut, privilégier les traitements néphro- et cardioprotecteurs, limiter les traitements qui créent des hypoglycémies parce que ça fait prendre du poids et ça ne favorise pas l'adhésion au traitement, et donc privilégier ce qui va être aussi favorable sur le poids. Et puis là encore, les nouvelles et la mesure continue du glucose restent des outils très importants dans la prise en charge. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis ravie d'échanger sur vos questions si vous en avez. Merci Camille de ce panorama très très complet. Alors, Laura, la régie, est-ce qu'il y a des questions? Et après la metformine, ça devient un peu pour les spécialistes, non? Alors, je crois pas. Ouais. Je pense pas que ça soit vraiment une affaire de spécialistes parce que, en tout cas, il y a des choses qui sont assez faciles. Et par exemple, si la metformine ne suffit pas, vous pouvez prescrire sans aucun enjeu les inhibiteurs du DPP4 pour un patient un peu lambda, on va dire. Camille, tu peux nous donner des noms? Oui, alors Ouais, du je sais coup, pas, c'est. alors ce sera peut-être pas les mêmes, mais tu vois, des fois on est un Oui, peu perdu, les inhibiteurs. Bon, ouais. Alors, du coup, les inhibiteurs du DPP4, c'est les gliptines, hein, c'est la saxagliptine, la oui, sitagliptine. Donc, le nom commercial, c'est le Januvia pour certains, le Xelevia, etc. Parce qu'en fait, si on attend de voir les spécialistes, alors je ne sais pas l'accès aux soins, comment il est, hein, mais on va quand même perdre du temps et on sait que la mémoire glycémique, c'est vraiment important. Donc, si on perd un an avec une hémoglobine glyquée à 8,5%, bah, c'est dommage. C'est une perte de chance. Donc voilà. Et après, je pense que les, les- les patients, voilà, c'est pas si compliqué. Après, en effet, il y a des alternatives. Et après, l'autre question, c'est, je ne sais pas, en effet, les médicaments dont vous disposez les uns et les autres, parce que cet ouais, arsenal thérapeutique est récent, et puis je crois que les prix sont très élevés. Donc l'enjeu, il est surtout là-dessus. Donc c'est vrai que les analogues du GLP-1 en France, c'est plus de 100 € par mois, quoi. mm. France, hein. Donc je sais même Bon, pas ailleurs, quoi, mais ouais. ça coûte très cher. Mais par contre, Mais selon... les inhibiteurs du DPP4, c'est pas cher, hein. Ah, c'est pas cher. Ouais. Et ça se met en même temps que la metformine, hein. C'est Janumet, hein, pour faire clair. Oui. Le Janumet, c'est un médicament, en gros, ça permet. Chaque classe thérapeutique, en gros, fait baisser d'1% l'hémoglobine glyquée. Mm. En gros. D'accord? Alors, Donc, quand on a un patient qui a 8%, mais une bithérapie, ça marche, quoi. Aliou, je sais pas si tu es là, tu veux poser ta question là en direct, si tu es la pitié? Bon, Alors, j'ai donné la parole à Aliou. ouais. Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui. Oui, Oui. Oui, voilà, c'est juste deux petites questions sur le risque de diabète. Je disais pour une personne vivant avec le VIH qui est sous dolutegravir et qui mm. serait en même temps sous corticothérapie, quel serait le risque? Et puis, quelle est la conduite à tenir face à cela? Alors là, on rajoute une couche, hein. Les Ouais. corticoïdes, c'est très diabétogène. Dans le dolutegravir, il faut faire attention à la metformine. Donc, du coup, déjà, on est bloqué à 1000 mg. Donc, un patient qui a ces traitements-là, plus des corticoïdes, il va être extrêmement. Il va falloir surveiller sa glycémie. Et les corticoïdes font monter la glycémie en postprandial parce qu'on les prend à jeun le matin. Et donc, du coup, c'est très important chez ces patients-là de ne pas surveiller que la glycémie à jeun, mais de surveiller aussi la glycémie après le repas le matin. C'est-à-dire, on prend les corticoïdes et c'est après que ça monte. Donc, déjà, pour être sûr qu'il n'est pas diabétique, dans le contexte de corticoïdes, il faudra lui faire une glycémie après le repas. Et si elle est élevée, il faudra favoriser. Alors, ça va dépendre un petit peu du seuil, hein, mais là encore, le Janumet est un très bon traitement. Et souvent, quand on est sous corticoïdes, on a besoin d'une insuline de 12 heures pour couvrir la journée, puisque vraiment l'hyperglycémie, elle est sur la journée, sur la prise de corticoïdes le matin. Et la nuit, il n'y a pas de besoin. Donc, on prendra une insuline courte, type une Levemir, voilà. Ou une D'accord. insuline NPH, hein. L'insuline NPH, ça marche très bien avec les corticoïdes, hein. Une insuline NPH le matin et du Janumet, matin et soir. Ouais. L'autre question, c'était que l'alimentation a beaucoup changé dans les pays africains maintenant. Il y a beaucoup de fast-food, il y a beaucoup d'aliments ultra transformés. Est-ce qu'il y a il y a des perturbateurs endocriniens identifiés comme facteurs de risque de diabète? Alors, tous les produits transformés sont en effet sont à risque de diabète, sans forcément qu'il y ait des perturbateurs endocriniens, hein, mais qu'en fait, c'est des D'accord. produits prédigérés
et donc ils sont à index glycémique élevé. Et donc, s'ils sont à index glycémique élevé, ils vont faire sécréter beaucoup d'insuline pour arriver à contenir la glycémie. Et donc, ces médicaments ces aliments sont diabétogènes, en fait, en soi, hein. Donc ça, c'est très important et c'est vrai qu'on est confronté à ça et c'est probablement pour ça qu'il y a l'explosion du diabète, hein, dans les pays africains, du fait de cette alimentation extrêmement transformée et de fast-food à gogo. Et là encore, j'insiste, le traitement du diabète du type 2 sur le plan diététique, le pire ennemi, c'est le gras. Ça n'est pas le sucre. Le gras, c'est 2 fois plus calorique que le sucre. Et donc, dans les fast-foods, c'est des frites, des fritures. Le problème, il est surtout là. Et dans les aliments transformés, ce qui coûte le moins cher aujourd'hui, c'est ce qui a le plus grand ratio énergétique. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus gras et le plus sucré au goût. Donc, voilà. Attends, Donc, c'est le gras plus que le sucre en rapide. fait, le gras va générer l'insulino-résistance. Donc, en fait, le gras, c'est ce qui fait prendre du poids à nos patients. Un gramme de gras, c'est 9 kilocalories. Un gramme de sucre, c'est 4 kilocalories. D'accord? Et le gras pèse léger, hein, donc voilà. Mais du coup, le gras, c'est vraiment très diabétogène. Donc, c'est toutes les frites, les beignets, les nuggets, parce qu'il est cuit dans le gras, quoi. Les bananes plantains, tous les Ouais, trucs. et en Afrique, les plats sont cuisinés beaucoup, avec beaucoup d'huile d'arachide. Hein, donc, pour savoir la consommation des patients, il faut demander combien de temps dure la bouteille d'huile d'olive et vous allez avoir des grosses surprises, mais ça ne dure pas longtemps la bouteille d'huile d'olive, hein. La bouteille d'huile d'arachide, hein, c'est des consommations Et comme en plus, parfois ils mangent dans le même plat, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils consomment, hein, en termes identitaires, individuels. Donc, du coup, c'est pas toujours facile aussi, mais de limiter la consommation d'huile d'arachide, c'est hyper important. Alors, comme je disais tout à l'heure, Camille, on a la conférence la semaine dernière à Yaoundé de la Fravir. Il y avait beaucoup de sujets sur les comorbidités cardiovasculaires, diabète, et on voit bien qu'il y a toute une génération médicale, chercheurs qui s'interrogent là-dessus. C'est vrai que les traitements dont tu as parlé, c'est compliqué. Des questions sont venues sur la prévention, le poids, etc. Mais une autre, et il y avait une matinale un matin consacrée à ça, est-ce que finalement, on pourrait dépister l'insulinorésistance avant d'avoir constitué le diabète? Parce que le diabète, une fois qu'il est là, il faut le traiter. Ce qui permettrait aussi de sensibiliser les gens, parce qu'on leur dit de bouger, mais à côté de ça, on a des patients diabétiques, franchement, ils sont pas gros, quoi. Et voilà, ils bougent. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tests? Alors, on a vu une équipe de Montpellier qui proposait un test urinaire, tu vois, donc assez simple à utiliser. Je me disais comme ça, à large échelle, sur les pays, et c'est incroyable, on a vu des chiffres de 45% en surpoids, c'est colossal. Je sais pas, voilà, qu'est-ce que Bah, tu penses de tests qui serait en amont à partir d'un certain âge, hein, peut-être pas, certainement pas le 15 ans tout mince, mais le alors, 40 ans qui commence, voilà. je pense que, en effet, après, il ne faut pas oublier que le meilleur marqueur de l'insulino-résistance, c'est le rapport tour de taille sur tour de hanche, hein. C'est-à-dire que le meilleur marqueur de tous, hein, c'est-à-dire que si on rajoute les marqueurs biologiques, on n'a rien de mieux que le tour de taille sur tour de hanche. Donc ça, c'est quand même très important de prendre ça en considération et de sensibiliser les gens à ça. Et moi-même, hein, je ne le fais pas en pratique de mesurer à chaque fois le tour de taille et le tour de hanche, mais c'est peut-être ce qui est le plus éducatif. Et après, quand tu parles de patients plus âgés, le problème du patient plus âgé, c'est qu'il n'est pas forcément très gros, mais en fait, il va être insulinopénique, hein, parce qu'en vieillissant, on va sécréter moins d'insuline. Et donc, c'est pour ça qu'il va rentrer dans le diabète, tandis qu'un patient jeune, il va rentrer surtout par la résistance à l'insuline. Alors après, un très bon marqueur de l'insulino-résistance, ça reste le marqueur glycémie-insulinémie, hein, à jeun. Voilà, mais ça coûte Et- un peu, quoi. Oui, et puis il n'y a pas de test un peu de type TROD, tu vois, des tests simples, large échelle, que tu pourrais de dépistage, presque d'auto. Peut-être je rêve un peu, mais tu vois, des tests où tu pourrais regarder, parce que voilà, c'est ce qu'on entend, c'est toutes les cultures à changer, c'est tout, c'est la facilité, tout le monde est gagné, les fast-foods et la sensibilisation en amont nous paraissait important. Tu as raison de dire, et Didier Couévy, pour ceux qui étaient à Favi, qui a beaucoup parlé de ces complications, c'est vrai, on a parlé de l'appareil, attention,
et du centimètre pour mesurer le tour de taille, quoi. Ouais, Avec les valeurs de 100 et de 110. Ouais, c'est ça, qu'il faut adapter aux ethnies, hein, n'oubliez pas aussi. Hein, Ah ouais. mais du coup, c'est vraiment, quand on regarde, hein, il y a plein d'études qui ont comparé enfin, beaucoup de marqueurs différents et c'est le meilleur marqueur. Hein. C'est-à-dire que même si tu n'es pas gros, si tu as un mauvais ratio tour de taille sur tour de hanche et que tu localises ta graisse en abdominale, tu es insulo-résistant, hein, c'est tout. Donc ça, c'est un message vraiment important, en particulier que voilà, dans des pays qui n'ont pas accès à tout, mais c'est aussi dans les mains du clinicien, quoi. Je réinsiste pour revenir sur la question du spécialiste et encore merci Camille, parce que c'est tellement... Bon, on va vous envoyer les cas compliqués, mais le reste, c'est de la médecine générale finalement. Il faut qu'on apprenne à dépister, sensibiliser, voilà, nos patients. Voilà, c'est que la charge virale. Et là encore, si on veut être encore plus fin, hein, quand on regarde nos patients, parce qu'il faut les examiner en sous-vêtements, hein, j'insiste aussi, mais du coup, quand on a un patient qui a du ventre, le mauvais gras, c'est le ventre qui est tout tendu par rapport à un ventre qui pend. D'accord? C'est des petites choses, hein, mais c'est très différent. Un ventre qui pend, c'est du bon gras, tandis qu'un ventre qui est tendu, eh ben, c'est un ventre qui est très métabolique. C'est déjà juste comme ça, on sait. Hein. C'est pas le bourrelet, c'est à Bah, l'intérieur. ouais, c'est ça. C'est vraiment le ventre tendu, plutôt des hommes, hein, classiquement après 50 ans, quoi. C'est le mauvais gras. Une petite, alors j'en vois pas, une petite question. Les agonistes de GLP-1 de type Ozempic, vous voyez la fureur, tout le monde veut maigrir avec ça, etc. Finalement, quand tu les arrêtes, le poids revient. Quand tu as perdu ton poids, que tu n'es pas, je ne vais pas dire un obèse constitutionnel, mais ça donne quoi? Est-ce que ça peut être transitoire? Parce qu'évidemment, dans les prises de poids sous inhibiteur d'intégrase, on les a évoqués, le dolutegravir, voilà, c'est une question intéressante. Est-ce qu'on pourrait imaginer de perdre du poids acquis sous un traitement, quand on peut démontrer qu'il y a vraiment un surplus qui a été acquis, comme d'ailleurs on peut voir avec les neuroleptiques, c'est peut-être aussi un autre débat, mais est-ce que on a une expérience, ou toi tu as une expérience d'une cure, enfin je sais pas, d'un an d'Ozempic ou Enco, et puis qu'est-ce que ça donne? Alors malheureusement, ça revient direct. C'est-à-dire que pourtant, d'ailleurs, c'est assez intéressant, et comme quoi je pense que les médicaments jouent quand même beaucoup sur le poids, c'est que les patients, quand ils ont le traitement, ils mangent moins, clairement, puisque ça ralentit la vidange de l'estomac, les analogues du GLP-1, hein, quand on fait sa piqûre, on mange clairement moins, et donc finalement, les gens se réhabituent à manger différemment. Et donc, je leur dis, vous êtes sûrs, vous voulez arrêter, parce que le diabète est contrôlé, qu'ils ont perdu du poids, etc. Donc, ils arrêtent, et ils reviennent me voir 6 mois plus tard. Et en fait, le comportement, ils ont plus faim, quoi, c'est reparti. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est des traitements. Alors, moi, j'ai des patients qui font des. Comme c'est dans l'indication diabète, on a de remboursement, nous, en France, mais quand c'est dans l'indication obésité, les gens, ils n'ont pas envie de payer parce que c'est pas remboursé. Et donc là, moi, j'ai des patients qui font des cures. Donc, ils se font 3 mois par an. Ils reperdent et puis voilà, mais comme ça, ils arrivent à contrôler et ils prennent pas plus de poids. D'accord. Mais bon. Et avec les analogues, les doubles agonistes, t'arrêtes, tu reprends direct. Ouais. Donc, ça va être un traitement à vie. Voilà. Enfin, nous, dans l'expérience des patients traités dans les protocoles, comme le protocole s'est arrêté, ils ont tous arrêté, ben, ils ont tous tout repris. Ça, c'est... ouais. Donc, la chirurgie bariatrique, elle est plus radicale, même si tu reprends un peu. Ouais, elle est quand même plus radicale. Après, c'est pareil, c'est pour toute la vie que tu as ton montage chirurgical finalement. Oui. Mais bon, la chirurgie bariatrique, alors après, là, c'est pareil, hein, la chirurgie bariatrique, ça marche quand on a bien travaillé le comportement alimentaire en amont. Hein. Parce que voilà. Et après, j'en ai pas parlé parce que il y avait des inquiétudes par rapport au risque d'échappement thérapeutique pour le VIH avec une malabsorption des traitements antirétroviraux. Et donc là-dessus, il y a des études de pharmacocinétique qui ont été réalisées, hein, qui sont tout à fait sécuritaires. On peut avoir une chirurgie bariatrique, même un bypass, et avoir une charge virale qui reste indétectable. Hein, les médicaments restent actifs. Voilà. Alors, il y a une dernière question pour toi de Souleymane Tassembedo. Je ne sais pas où vous êtes, Souleymane,
Mais effectivement, la question est le syndrome métabolique chez les PVIH, faut-il le rechercher systématiquement et quels conseils pour sa prise en charge dans les pays pauvres? Donc, on est là. Alors du coup, le syndrome métabolique, il faut le chercher vraiment de façon spécifique chez les patients qui vivent avec le VIH parce qu'ils ont de fait plus de risques cardiovasculaires. Donc du coup, ça va aggraver leur risque pour leur santé. Et après, comment on va le rechercher? Là encore, si on n'a pas de moyens, que ça coûte cher, etc., le meilleur marqueur du syndrome métabolique, ça reste le tour de taille. Il n'y a pas besoin de faire de dosage incroyable. Vraiment, de regarder le ventre de votre patient en face de vous, ça marche très bien. Et les conseils, ça va être vraiment des conseils sur l'alimentation, parce qu'on parlait de fast-food. Il n'y a rien d'interdit, hein. Un régime diabétique, et là aussi j'insiste, c'est un régime équilibré qu'on devrait tous avoir, hein. Donc le mot régime est à proscrire. Et donc une alimentation équilibrée, on a le droit de manger du fast-food, quoi, mais une fois de temps en temps, pas 3 fois par jour et pas tous les jours, quoi. Il faut limiter les interdits. Et puis, je pense que le message, surtout en Afrique, c'est la sédentarité. C'est-à-dire qu'on est passé très rapidement on bougeait beaucoup à un monde extrêmement sédentaire. Et donc, de revenir sur les bases, il faut marcher. Je veux dire, tout le monde a un portable et regarde combien il fait de pas par jour. Voilà, moi, les gens, ils me disent, je marche beaucoup, je fais 4000 pas par jour. Bon, non, on marche pas beaucoup quand on fait 4000 pas par jour. C'est au moins 10 000 pas par jour, quoi. Quand on est en bonne santé et qu'on peut marcher, j'entends. Donc, c'est vraiment ça le message, c'est la base du traitement. Et c'est ce qui marche le mieux de tous les médicaments pour prévenir le risque métabolique, hein. C'est montré dans toutes les études. Et même quand il fait chaud, mais enfin bon, j'étais contente. J'ai vu des gens qui couraient, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a des climats où c'est moins facile, mais voilà, je pense que la nourriture, les quantités, Ouais. les assiettes, etc. Alors, bon, je reviens à mon message. Les cultures, c'est pas ça. Les cultures, oui, c'est la cuisine, mais on n'est pas obligé d'avoir ces assiettes qui débordent. Et tu disais, on mange tous ensemble. Voilà, donc c'est aussi nos survies à tous, voilà, de population, c'est aussi prendre en compte ça. Et effectivement, on n'est plus à cultiver avant, voilà, paysan, il avait peut-être la personne, et il avait un repas par jour, ou même pas, et puis il était dans les champs ou je sais pas où, à Ouais, c'est bouger. ça, toute la journée. Maintenant, il n'y a plus ça partout. Donc voilà, et puis on rentre fatigué, on ouvre son frigo, on prend des trucs tout faits, les sodas, les trucs, Ouais, mais c'est... même pas que ça. En fait, si on va plus loin, c'est tout ce qui est cuisson 3 minutes. Les cuissons de 3 minutes, c'est une catastrophe. En fait, c'est déjà en soi pas bon par rapport aux cuissons qui prennent 10 minutes. On n'est pas à 10 minutes non plus dans sa vie, quoi. Oui, Donc, et, c'est vraiment lutter et contre ça. surtout, on a beaucoup discuté de diététique, mais il faudra qu'on fasse un jour un infranum sur la diététique voilà, parce que c'est vraiment intéressant. Souvent, les gens sont démunis, hein, que ce soit, voilà, tout le monde est démuni, mais docteur, je mange pas grand-chose. Mais tu commences par le petit déjeuner, alors des brioches transformées, des croissants industriels. Et voilà. Non, mais Et ça commence encore, comme ça, donc le ça pire prend ennemi, 2 c'est le minutes. gras caché. Parce Ouais. qu'en quantité, quand on mange un plat qui est gras, on va très peu manger, mais on va manger 10 fois plus de calories qu'un repas garni avec des légumes et des féculents, quoi. Mm. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. Et aussi, j'insiste, le comportement alimentaire, il faut manger lentement. Parce que nos sociétés actuelles sont de plus en plus rapides et les jeunes, ils mangent au lance-pierre, quoi. Donc, Mm. on a le temps de manger 3 fois notre repas parce qu'on n'a pas le message de la satiété. Voilà. Bon, écoutez, finalement, on va conclure que même si on est au sud, il y a vraiment des moyens simples. C'est ça qui est. On a du temps de voir se préparer les choses. C'est pas normal parce qu'on arrive à 50 ans qu'on ait pris 15 cm de tour de taille. Ça n'est pas la norme et que si voilà, on veut vieillir, en tout cas à peu près en bonne santé et se prémunir, ben voilà, il faut faire ça et c'est pas les moyens les plus chers. Mais par contre, il faut que tous les soignants soient sensibilisés pour eux, pour les leurs, voilà. Alors, je voudrais qu'on remercie tous Camille Vattier d'avoir pris du temps, voilà, tous ces conseils, toutes ces choses pratiques. Merci à vous. C'est important. Alors, dans la suite, voilà, de nos Afranum, c'était le 19e, c'est ça, Laura?
Oui. Il y a beaucoup de choses qui changent là encore en matière d'hépatite B et delta. Et notre prochain webinaire sera donc le 20 juin sur ce thème, hépatite B et delta. Ensuite, on vous fera de l'HPV actualité, donc au mois de septembre. Et puis là, je vois plus. Voilà, donc la résistance au dolutegravir, on en fera. Et puis un meilleur dop, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les conférences. Et on fera un panel de toute l'année par rapport à la prise en charge de nos patients. En tout cas, merci de soutenir, donner vos avis, nous dire comment on peut s'améliorer. Merci Laura d'être là au rendez-vous pour organiser ça. C'est dans ce partage de connaissances du nord, du sud, de l'est, de tout ce qu'on veut, que nous croyons à la Fravie.